Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Bonjour Internet. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine. Y a des choses à raconter cette semaine encore, mais comme toutes les semaines, peut-être un peu moins que la semaine dernière, parce que évidemment la semaine dernière c'était un récap de ce qui s'est passé pendant l'été, mais il y a quand même pas mal de choses qui se sont déroulées ces derniers jours ou un petit peu avant, et je me disais que c'était intéressant d'en reparler, pas tant par l'ampleur du sujet, on va dire, pour certains trucs, que pour ce que ça peut vouloir dire ou ce que ça peut promettre comme chose intéressante par la suite. Voilà. Et ben on va commencer. Alors attendez, le programme. Merci aux nouveaux qui sont là, hein, évidemment. J'espère pas de raid cette semaine pour pas me pisser dessus, évidemment, et pour que ça reste gérable. Donc voilà, pas de raid s'il vous plaît. Je veux rester le moins visible possible. Voilà, merci. Au programme, donc, comme d'habitude, petit tour sur Patreon, parce qu'en plus cette semaine, il y a un article qui est sorti, sponsor récap. On va parler de la nouvelle émission de Samuel Etienne chez Webedia. Il y a eu aussi un message Instagram de Billy, Rebeu des Terres, qui m'a pas mal interpellé et qui se situe dans un contexte assez particulier sur les réseaux, on va dire, en ce moment, et je pense que c'est intéressant de revenir un peu là-dessus. Et évidemment, on va parler du trailer du film hollywoodien / live action d'anime, comme me l'a dit quelqu'un sur Twitter, d'Inoxtag, puisque Inoxtag, voilà, est sorti de l'ombre pour annoncer la sortie de son film documentaire 13 septembre au cinéma et le 14 sur YouTube. Et puis des petites recommandations à la fin. Voilà pour le programme. Évidemment, petit rappel, là c'est le moment tour promo, donc vous pouvez vous boucher les oreilles hein, si vous l'avez entendu trop souvent. Mais le meilleur moyen de me soutenir mon travail, si vous le souhaitez, c'est évidemment Patreon, parce que la répartition des revenus est beaucoup plus respectueuse et intéressante, je trouve, là-bas. Et en plus, vous avez accès au replay, vous avez accès à de la veille toutes les semaines, vous avez accès à des articles sur la culture web, et des fois, pas seulement des fois, je fais des petites divagations, et vous verrez peut-être dans les mois qui viennent, je vais aller vers d'autres types de sujets aussi en partie. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas, hein, évidemment. Voilà, tout simplement. Cette semaine, donc, il y a eu évidemment la veille où ça parle de la fameuse recette à base de concombre qui a créé une pénurie en Islande de concombre. Et j'ai fait un article aussi sur les youtubeurs comme employeurs des journalistes, parce qu'en fait, ça fait pas mal de mois, enfin, c'est pas nouveau, hein, je le dis dans l'article, qu'il y a des auteurs pour les youtubeurs, mais ça devient assez marqué. On voit de plus en plus de journalistes travailler avec des youtubeurs, et pas seulement des youtubeurs qui font du contenu journalistique, hein, comme Hugo Décrypte, comme Gaspard G, comme Jean Massier, hein, aussi, puisqu'il travaille sur Backseat avec des journalistes, des producteurs, ou comme Simon Puech. Il y a, voilà, on voit chez des gens comme Seb, Squeezie, Sofiane, de plus en plus de personnes collaborer avec eux. Et je me suis dit, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est pas l'avenir un peu des journalistes de travailler avec des youtubeurs ? Parce que faut le rappeler, hein, bon, je pense que si vous êtes sur ces lives depuis quelques temps, vous le savez. Mais voilà, je vous apprends rien en vous disant que les médias payent mal, très mal. Ils ont des conditions de recrutement, des méthodes qui sont très discriminantes. On l'a vu encore il y a pas si longtemps. Enfin, il y a eu des gros débats sur les méthodes de recrutement de certains médias, et notamment des médias ancrés à gauche. Et donc voilà, les youtubeurs, les influenceurs, peut-être que parce qu'ils payent mieux dans la globalité, même si c'est pas forcément toujours idéal, notamment au vu des budgets qu'ils ont, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, derrière ça pose évidemment pas mal de questions, hein, d'un point de vue administratif, de comment on paye, d'un point de vue éthique aussi, si des fois il y a des sponsors et tout. Mais voilà, si cet article vous intéresse, je vous remets rapidement le lien dans le chat, n'hésitez pas à les lire, n'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai eu des très gentils en retour, et même si c'est un article très média qui dans ma tête concernait peut-être un peu beaucoup plus les journalistes que d'autres personnes, et j'ai l'impression que ça a globalement intéressé pas mal de monde, donc c'est trop bien. Donc voilà, hésitez pas.
un petit update une fois par mois de ton avancement de ton livre sur Patreon. Alors non, je vais pas faire comme ça parce que le sujet, je veux pas aller plus vite que la musique, on va dire. Faut que j'arrive à l'écrire. J'ai plein de trucs complexes à gérer là-dessus et en fait, en plus il y a l'éditeur et je veux pas aller plus vite que la communication prévue par l'éditeur. Par ailleurs, je vais plutôt faire 2 vidéos au moment où ça sortira. Ce sera plus début d'été l'année prochaine. Et je vais faire 2 vidéos. Une vidéo sur comment j'ai enquêté, comment j'ai bossé avant et comment j'ai bossé sur place, puisque ça se passe aux États-Unis. Et en fait, voilà, je me dis que ça peut être intéressant d'accompagner le bouquin de vidéos qui explique un petit peu comment le travail s'est fait derrière, parce que c'est toujours ces logiques-là pour moi de transparence dans les méthodes de travail. Et puis voilà quoi. Voilà, je pense plutôt faire ça, essayer de faire ça. Je me dis que c'est mieux. Petite parenthèse aussi, j'en ai parlé sur Twitter, il y a un cours en ligne qui se met en place avec l'université d'Austin. Donc l'université d'Austin, ils ont des profs et ils vont proposer un cours en ligne qui est accessible à qui veut. Et pour comment dire, proposer à des gens qui veulent faire du contenu journalistique en ligne, que ce soit des influenceurs, des créateurs de contenu, même des journalistes qui s'intéressent un petit peu au journalisme sur les réseaux. Et c'est un cours qui va durer 4 semaines avec pas mal de modules, de discussions sur des forums, d'échanges, etc. et tout. Et moi, on m'a proposé, c'est un cours qui est créé en collaboration avec l'UNESCO, parce qu'ils ont tout un pan de leur travail qui concerne l'éducation aux médias. Et on m'a proposé de m'occuper de l'adaptation, de la traduction de ce cours-là en France. Donc moi, mon rôle, c'est à la fois de traduire un certain nombre de choses, dans l'idéal, réaliser quelques petites vidéos d'introduction et 2 interviews de créateurs de contenu français. Voilà. Et donc, en tous les cas, si ça vous intéresse en tant que journaliste, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui veut faire des trucs liés à l'information en ligne, je pense que ça pourra vous intéresser, je vous en reparlerai. Mais normalement, c'est à partir de fin octobre qu'on peut commencer à s'inscrire pour suivre ces cours-là. Voilà, ça c'est un truc qui m'occupe pas mal aussi en ce moment, donc je voulais le signaler et on m'a dit que c'était ok pour que je commence à en parler. Voilà. On va passer maintenant, on va démarrer l'émission. Désolé, c'était très long un peu cette période-là, mais voilà, je me dis que c'est vrai, quand je fais des papiers, des fois, c'est marrant parce qu'en fait, des fois, désolé, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, mais en fait, des fois, quand je vois des gens sortir des vidéos, sortir des articles, ils prennent vachement le temps en live derrière d'en parler, de comment ils l'ont fait, etc. Il y a un peu le côté débrief, coulisses. Et moi, je le fais pas trop parce que j'ai pas envie de trop spoiler l'article, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse au bout d'un moment aussi, avoir des segments de live ou des lives dédiés aux méthodos journalistiques, quoi. Et voilà, quoi. Et alors, pour te répondre, Red Jazz, merci aux nouveaux abonnés. Merci. Tu dis donc Red Jazz dans l'article, surtout sur la partie sur le droit social, je m'y connais totalement, mais par contre, il me semble que tu n'as pas abordé concrètement comment la connexion se faisait, si les journalistes en question démarchaient les vidéastes ou si ça passait par les réseaux des amis communs. Alors en fait, j'en parlais un peu, mais j'ai dû supprimer une partie qui concernait ça parce que sinon, ça permettait trop d'identifier une des personnes qui témoignaient dans l'article. Mais en gros, pour être très vague, les créateurs de contenu ne font pas vraiment d'annonces publiques. J'ai vu Rivenzi en faire là, et j'étais assez étonné, je trouve ça très bien qu'ils le fassent. Mais ils vont plutôt aller contacter des gens, des journalistes qu'ils aiment bien suivre, des fois, de base, ça peut être le cas, ou ils passent par des plateformes où les auteurs, les journalistes s'inscrivent, des plateformes un petit peu génériques de freelance, ce genre de choses. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Ok, donc là on va vraiment commencer. Hein. Désolé pour les parenthèses multiples, on va vraiment, je vous jure, là on va vraiment commencer. Attention, tenez-vous prêts. Voilà, la sponsor de la semaine. Alors la sponsor de la semaine, c'est une vidéo qui est sortie hier. C'est la dernière vidéo de The Great Review, qui est consacrée à un jeu vidéo, Outer Wilds, qui a déjà fait l'objet d'une vidéo sur sa chaîne qui avait beaucoup marché. Et là, il a fait une suite par rapport à une autre partie du jeu, etc. Enfin bref, il a continué à creuser ce sujet-là. Évidemment, The Great Review, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas forcément, c'est un YouTuber qui
est très connu pour ses vidéos très storytellées. C'est un peu, voilà, il est présenté un peu comme le maître du storytelling dans les jeux vidéo. Voilà, c'est un peu, il y en a beaucoup dans le milieu qui le présentent comme le GOAT, etc. parce que ses vidéos sont très longues, très fouillées, etc. Et effectivement, tout le monde reconnaît que il est vraiment doué pour raconter des histoires autour du jeu vidéo et embarquer les gens avec lui dans ce qui le passionne. Il avait fait d'autres vidéos sur pas mal de choses, notamment Call of Duty, sur une équipe e-sport aussi, etc. Enfin, et puis il prend le temps de les faire. Il est très soutenu sur Patreon d'ailleurs. Je crois qu'il a plus de $4000 à peu près par mois de soutien. C'est un détail que je dis, mais ça va prendre forme aussi par rapport à ce que je vais raconter derrière. Mais voilà. Et aussi, évidemment, et ça faut le préciser, c'est important, The Great Review, il a été au cœur d'une polémique en fin d'année dernière où, en gros, il était accusé de ne pas assez bien sourcer son contenu, son travail. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a jamais vraiment pris le temps de vraiment partager ses sources, etc., comme d'autres le font, hein. Squeezie, Seb, maintenant ils le font énormément parce qu'il y a eu cette polémique là aussi, et il avait été accusé effectivement de beaucoup s'appuyer sur le travail d'un journaliste pour une vidéo sur Call of Duty sans le citer. Donc ça avait créé tout un tas de débats, de polémiques, de réponses, de contre-réponses, etc. C'était allé assez loin effectivement, il y avait eu, parce que ça partait aussi de vidéos étrangères, notamment Edge Bomber Guy qui a accusé d'autres personnes. Enfin bref, il y avait eu beaucoup de choses là-dessus. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'avais fait une chronique Backseat totalement sur ce sujet-là. Si vous tapez, je sais pas, je crois que le nom de la chronique c'est faut-il les youtubeurs doivent-ils citer leurs sources, vous tapez Backseat, etc. Et vous avez tout résumé à ce moment-là. Et pour moi, c'était passionnant comme sujet parce que on est au cœur d'un enjeu d'éducation média, transparence qui est essentiel. Et le propos que j'avais dans la chronique, c'était vraiment de dire que c'est essentiel de citer ses sources parce qu'en fait, si on cite pas ses sources, on les dévalorise et on accorde trop de confiance à quelqu'un sans le questionner par rapport à ce qu'il va dire. C'est pour ça que moi, dans les slides, etc., j'essaie toujours de vraiment montrer des articles, montrer quel article c'est, citer, mettre toujours les sources dans les descriptions des replays et tout. Je sais, notamment, je crois qu'il y a un YouTuber qui a un peu la flemme de citer ses sources parce qu'il dit que ça fait des descriptions un peu longues ou ce genre de choses, etc., ou que l'algorithme n'aime pas. Il suffit de faire un Google Drive, de mettre ses sources dedans. Tout le monde maintenant le fait plus ou moins bien. Sofiane, il a un Google Doc, il cite même ses co-auteurs. Donc voilà, donc en fait il n'y a plus d'excuses pour le faire. Pour ne pas le faire. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, The Great Review, il avait beaucoup centralisé de discussions autour de lui à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et forcément, le milieu a aussi évolué par la suite, et notamment grâce à des journalistes qui collaborent avec des youtubeurs pour les orienter un peu là-dessus. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui reprochent à The Great Review d'avoir un certain ego, on va dire, là-dessus. Ça s'est vu dans sa vidéo de réponse de 17 minutes à la personne qui l'accusait, où voilà, il y avait à la fois une forme de remise en question, mais pas forcément sur les points qui étaient les plus mis en avant. Donc voilà, il y a un peu ça qui sont enfin, c'est très intéressant en tout cas. Bref, voilà. Et donc là, The Great Review, il a sorti une nouvelle vidéo sur le DLC de Outer Wilds, et la vidéo commence tout de suite. On va regarder, je vous le mets en entier et après on en reparle. Mais la vidéo, avant même que la vidéo se lance, on a une publicité. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2017, déjà, le plus gros problème que j'ai eu, et que absolument tout le monde a eu d'ailleurs, c'est que c'était trop galère de faire des allers-retours à ton argent entre tes comptes en banque et les exchanges. Genre la banque qui met 5 jours à envoyer l'argent, puis un mois plus tard la banque qui refuse de reprendre l'argent parce que ça vient d'une plateforme de crypto. C'était un enfer. Idéalement, il aurait fallu que le compte sur lequel je fasse de la crypto soit aussi une banque. Je savais que j'aurais jamais ça. Parce que les grosses banques veulent pas entendre parler de la crypto, et les petites boîtes qui s'intéressent à ça, elles auraient jamais les autorisations. Non seulement une boîte vient d'obtenir ses autorisations pour la première fois sur Terre, mais en plus c'est une petite boîte française. Déblock est le truc que je pensais que je verrais jamais en 2017. C'est un wallet et une banque.
Donc si demain un de mes placements se passe bien, que je vends et que j'ai gagné un petit peu d'argent, je vais pas avoir à me demander si j'ai le droit de ramener cet argent, si ma banque va en vouloir. En fait, Débloc est un compte en banque, j'ai une carte bleue qui va avec. Si j'ai besoin de payer quelque chose, je sortirai ma carte bleue de Débloc, je payerai avec. Le tout est extrêmement régulé, ils sont certifiés par l'autorité des marchés financiers, ils sont certifiés par la Banque de France, ils sont sous audit tous les 6 mois. Incroyable cerise sur le gâteau, ce qui est arrivé avec FTX ne peut pas arriver chez eux. Ils n'ont pas les clés de votre crypto, donc déjà ils peuvent pas faire mumuse avec. Puis même si demain toute la boîte tombe dans un volcan, la clé est toujours à vous, donc vos cryptos ne sont allés nulle part. Vous avez même pas besoin qu'un officiel du gouvernement vous rembourse si jamais tout se passe mal, tout a toujours été chez vous. Bref, je vois une vraie application utile dans Débloc. Et je les remercie beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'app est gratuite, si vous voulez, mais si vous cliquez sur le lien, vous aurez un compte premium pendant 1 an, ce qui veut dire que vos frais de swap entre crypto et monnaie seront vraiment moins importants. Voilà. Merci à tous et bon visionnage. Voilà, donc ça c'est la sponsor qui apparaît en début de vidéo de The Great Review. Alors, on peut se dire, donc, des blocs, etc., de la crypto, c'est vrai que c'est assez flou. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je suis pas expert en crypto, il y en a d'autres qui en parleraient bien mieux que moi. Ce que je peux vous expliquer, c'est ce que c'est des blocs, pourquoi ils ont fait éventuellement la promotion, etc., et redonner un peu de contexte sur la promotion de crypto chez les influenceurs, parce qu'au moment où la loi a été votée pour encadrer l'activité commerciale des influenceurs, ça a été un sujet aussi assez important. Donc effectivement, c'est intéressant que vous l'avez beaucoup noté, mais c'est vrai que c'est assez marrant de le voir faire du storytelling, même dans ses sponsors. Jusque-là, ils faisaient assez peu de sponsors, enfin ils faisaient des sponsors un peu top achat, qui est un peu un classique, on va dire, sur Internet, sans forcément faire la publicité. C'était plus un soutien, j'ai l'impression, matériel, un peu financier aussi, mais voilà, j'ai pas l'impression de l'avoir vu faire de gros sponsors, mais là il le fait. Et en fait, c'est assez intéressant de se dire que par mois, il a à peu près $4000 de revenus Patreon, donc évidemment pour retirer les charges et un certain nombre de choses, mais c'est-à-dire que ces vidéos, en fait, il y a un truc de positionnement aussi, c'est est-ce que ça te suffit pour vivre, pour produire les vidéos et tout. Moi, je suis assez curieux de son système de production parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt seul dans son coin, etc. Donc, comment, en fait, il se dit par rapport aux revenus que j'ai déjà avec un Patreon de manière indépendante, est-ce que j'ai besoin de faire de la promotion derrière? Enfin, ça serait des sujets qui m'intéresseraient beaucoup de creuser là-dessus, ça me rendrait curieux. Blax, je sais pas s'il avait dit qu'il voulait pas faire de grosses pubs sur sa chaîne lors de son interview chez Zach Nani, j'ai pas l'extrait en tête, mais en tout cas là c'est une pub qui fait presque 2 minutes et qui ouvre sa vidéo. Donc Débloc, alors voilà, donc c'est une néobanque française. Là, je cite un article du Numérique. En gros, ce qu'il faut savoir, donc, c'est la particularité, c'est, comme le disait The Great Review, c'est un portefeuille de crypto-monnaies auto-géré. Donc, contrairement à d'autres banques, N26 qui est aussi très présente dans les sponsors YouTube, Débloc, ça intègre pleinement les cryptos à son compte, donc visiblement ça laisse les clients le contrôle total de leurs actifs numériques. Voilà, l'affiliation avec le portefeuille est déjà assez évidente puisqu'en fait Débloc c'est lancé notamment par des anciens de Ledger qui était un wallet de crypto, si j'ai bien compris, et Revolut, que vous connaissez, je pense, pas mal, parce que Revolut a beaucoup sponsorisé Lena Situation cet été pendant ses vlogs d'août. Voilà, et Débloc tient à rassurer ses potentiels clients, rappelant que personne ne peut avoir accès à ce portefeuille, pas même ses employés. La société précise aussi que les cryptos des utilisateurs sont ainsi protégés, même si Débloc disparaît. Parce qu'il faut savoir que Débloc, ça s'est lancé l'année dernière et ils ont fait une levée de fonds de $12 millions il y a quelques mois. Donc on est vraiment dans de la start-up, on est vraiment un petit peu aussi comme Oli. Oli, les boissons que vous voyez partout chez les streamers, c'est le même système où ils font une grosse levée de fonds pour faire du matraquage publicitaire derrière et tout pour créer une base de clients. C'est vraiment l'objectif. De Débloc et des startups qui se basent un peu sur ce système de levée de fonds, quoi. Oli, ils ont fait une grosse levée de fonds. Oui. Il y en a même, je ne sais même pas s'il y en a eu plusieurs, mais j'avais regardé, j'avais un peu fouillé parce que, voilà, Oli, on pourrait en parler de Oli un jour si vous voulez, mais il y a des choses, mais ils ont fait une énorme levée de fonds aussi. C'est une entreprise allemande, si je me trompe pas. Et voilà, mais ça repose aussi beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que ça interroge aussi sur la levée de fonds versus
qu'est-ce qui va dans le budget publicitaire sur les réseaux, qu'est-ce qui arrive comme revenu, parce que c'est vrai que si au début on a beaucoup d'argent avec une levée de fonds, on peut tanker un chiffre d'affaires qui est quand même assez bas, mais combien de temps ça peut durer, etc. Donc voilà. Merci beaucoup Morgane, merci, et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, merci. Donc ça c'est à avoir en tête. Évidemment, Débloc rappelle qu'ils ont le statut d'établissement de monnaie électronique. Ils sont accrédités par l'autorité des marchés financiers en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Ça, c'est le PSAN, c'est vraiment un truc qui est essentiel aujourd'hui pour celles et ceux qui veulent faire de la crypto, de la publicité, notamment sur les réseaux, parce que en fait, et là je vous partage un article de BFM, c'est devenu indispensable, notamment avec la loi sur les influenceurs. Voilà, ils disent, donc BFM, je lis, auparavant les influenceurs crypto pouvaient promouvoir n'importe quelle crypto-monnaie et société crypto, ce n'est plus possible depuis le 9 juin. Un influenceur crypto ne peut que parler des PSAN, donc prestataires de services sur actifs numériques, enregistrés ou agréés auprès de l'autorité des marchés financiers ou des crypto-monnaies liées à des PSAN enregistrés ou agréés. Un influenceur ne respectant pas ces règles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Et voilà, ils disent, pour rappel, au cours des derniers mois, de nombreux débats ont lieu entre l'Assemblée nationale et le Sénat à propos de la section relative à l'économie crypto. Le premier texte proposé par l'Assemblée nationale avait été considéré à l'époque comme trop strict à l'égard de leur activité. Le lobby français des crypto-monnaies, l'Association pour le développement des actifs numériques, a joué un rôle majeur dans ce contexte pour défendre l'activité des influenceurs crypto. Et en fait, donc c'était les mêmes dynamiques qu'il y avait eu avec les alcooliers. Il y avait eu un texte de base à l'Assemblée qui était beaucoup moins permissif vis-à-vis de la promotion de l'alcool. Les alcooliers, et notamment parce qu'ils ont un certain nombre d'alliés chez les élus, chez les députés, etc., et ça a poussé les porteurs de loi à un peu revoir leur copie, etc., pour rendre ça moins contraignant. Donc voilà, donc techniquement, la publicité pour la crypto, si l'entité qu'il y a derrière a eu l'agrément de l'AMF, c'est OK. En revanche, voilà, maintenant, effectivement, la sponsor faite par The Great Review a interpellé un certain nombre de personnes. Il y a certaines personnes qui sont assez agacées. Voilà, chacun pense ce qu'il veut des cryptos, ce genre de choses. Voilà, bon, à titre personnel, je suis pas du tout là-dedans. Je considère que c'est une activité vraiment à risque. Pour le coup, il y a plein d'exemples qui le montrent, voilà, même si lui dit que même si Débloc disparaît, ils assurent que les crypto-monnaies ne sont pas menacées, etc. C'est un vrai argument parce qu'effectivement par le passé il y a eu énormément de systèmes crypto qui se sont cassé la gueule et où des gens ont perdu leur wallet, leur crypto, et ont perdu des sommes potentiellement très, très importantes. Moi, j'étais assez étonné de voir une telle promotion chez un vidéaste qui est quand même très mainstream, globalement. C'est quelqu'un qui est assez implanté dans le milieu, qui va chez Popcorn, qui est célébré par pas mal de vidéastes. J'étais assez étonné, mais voilà, c'est une publicité assez franche, directe pour les crypto-monnaies de la part de quelqu'un qui, et ça je ne savais pas, s'est lancé dans les cryptos en 2017. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, je vais passer au récap de la semaine, et là on va aborder un autre sujet assez complexe, qui a beaucoup fait parler, parce que ça s'est passé en 2 temps. Je vais vous parler de Andy. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, à quel point vous vous rappelez, Andy Raconte, c'était son pseudo, c'était la youtubeuse la plus suivie à une époque. Elle avait plusieurs millions d'abonnés. Elle s'était faite connaître notamment dans Secret Story, dans mes souvenirs, dans la première saison, je crois même. Elle avait participé à Miss France, peut-être aussi. Et en fait, elle s'était lancée sur YouTube courant 2013, je crois. En tout cas, début des années 2010, et elle s'était fait connaître avec beaucoup de sketchs, etc. Elle avait même fait du cinéma, et elle avait joué dans un film de Philippe Lachaud. Elle avait joué dans un film de Philippe Lachaud, je me souviens. J'avais vu au cinéma, voilà, parce que
passion morbide pour les comédies françaises. Et en fait, bon, elle a un peu arrêté les vidéos parce qu'il y a eu des choses dans sa vie personnelle qui se sont passées, puis elle est revenue, puis elle a eu sa chaîne secondaire, So Andy, qui marche très bien aussi, enfin elle a plus d'1 million d'abonnés, et puis elle a pris un virage plus un peu do it yourself, travaux, dans sa maison, etc. et tout, bah, qui est un peu l'évolution logique de pas mal d'influenceurs à partir du moment où ils passent un step soit en âge, soit en relation, soit en choix de vie, etc. Enfin bref, c'est pas étonnant, mais voilà. Et en fait, donc là, elle a sorti une vidéo cette semaine où elle revient sur des polémiques qui ont eu lieu il y a quelques mois. Sa vidéo, c'est Je suis dans une secte, point d'interrogation. Son titre a changé d'ailleurs, parce que le sujet de la vidéo, c'est pas tant ça vraiment en premier, c'est plutôt son baptême qu'elle a fait dans le lac Léman. Voilà, je vais vous montrer très rapidement après. Mais en fait, c'était l'occasion pour elle de revenir sur pas mal de polémiques qui avaient eu lieu il y a quelques mois à cause d'une autre vidéo qui avait été publiée le 30 mai dernier. Où en gros, pendant presque 40 minutes, elle explique croire en gros au satanisme et à la possession. Elle explique qu'elle croit au paranormal depuis longtemps, elle a souvenir d'une vision quand elle était en Égypte, etc., d'avoir vu une espèce de spectre, je crois. Elle dit aussi, je crois qu'elle a grandi dans une famille où sa mère était très tournée vers l'astrologie. Pas forcément vers la religion. Elle-même, Andy, au début, était pas du tout tournée vers la religion. Et en gros, bah, progressivement dans sa vie, il y a beaucoup de signes qu'elle a vus comme des signes assez parlants, voilà, où elle a mis du sens. Elle parle dans la vidéo de voyantes qu'elle a beaucoup vues, de guérisseurs, je crois, et même d'un prêtre qu'elle a vu avant son mariage, parce qu'elle s'est mariée il y a quelques années avant de divorcer, et elle a eu une forme un petit peu de révélation religieuse, et elle parle aussi de ça, elle fait un parallèle entre sa façon dont elle a trouvé Dieu, je mets des guillemets, et un petit peu les soucis qu'elle a eu dans sa vie amoureuse, l'échec de son mariage et d'autres choses, etc. et tout. Donc elle fait un peu le parallèle entre les deux, et je vais vous montrer un peu un extrait après, mais elle parle de sa rencontre avec, je crois, quelqu'un qui s'appelle David, qui est évangéliste, voilà. Et donc elle devient chrétienne, elle rejoint une église évangéliste, elle a allé à une journée portes ouvertes comme il y en a souvent, et là ça va être l'extrait que je vais vous montrer après, mais elle s'est vraiment plongée dans des vidéos où genre un ancien sataniste raconte son expérience, etc. Je peux vous remontrer les vidéos, voilà, démons, anges déchus, magie noire, le monde spirituel est réel, les origines sataniques du New Age, parce qu'aussi, voilà, elle s'est beaucoup rapprochée, intéressée au New Age, qui est un autre mouvement qui est surveillé par la Mivilude, avec des dérives sectaires potentielles, etc. Où, voilà, si ça vous intéresse, il y a Elisabeth Fetty qui fait le podcast Choc Méta, qui raconte un petit peu ce que ça a été pour elle comme expérience, le New Age, comment elle est tombée dedans, etc. et comment elle a fini par croire à des trucs complotistes en tombant là-dedans. Je vous mets un petit extrait rapide. Oui, j'ai dit, c'est Méta de Choc, oui, pardon. Je me suis peut-être trompé sur le nom en voyant le Twitter. Je vous mets juste un extrait. Au bout de 15 ans, j'en suis arrivée à croire aux reptiliens, aux Illuminati, à penser que je pouvais même soigner par mes mains, par l'énergie dans mes mains. Et tout ça en partant au départ d'une démarche tout simplement de connaissance de soi. Un peu avant mes 30 ans, j'ai rencontré une femme qui était dans une croyance spirituelle. Elle m'a introduite à une pratique de développement personnel. Pour moi, c'était vraiment une alternative à des choses que je n'avais pas jugées efficaces sur moi, comme la psychothérapie. Au fur et à mesure des années, j'ai été introduite à un certain nombre de croyances comme par exemple la pensée positive, la loi de l'attraction, l'univers est amour, l'amour inconditionnel et tout un tas de concepts en fait qui sont vraiment propres à cette spiritualité que les spécialistes appellent le New Age. Le terme de New Age, c'est un terme que les experts utilisent donc pour nommer la spiritualité contemporaine. Moi je dis que c'est un buffet à volonté
où on peut trouver ce qu'on cherche. Donc on peut y entrer par le yoga, par la méditation, par le bien-être, par le développement personnel bien sûr. Et en fait, on arrive de fil en aiguille à des croyances spirituelles. Donc c'est ça, hein, le New Age, c'est une croyance selon laquelle on est un être divin, qu'on a tous un potentiel divin en nous, mais que en tant qu'habitant de la Terre, en fait, ce potentiel est réprimé. De fil en aiguille, c'est devenu très clairement pour moi dans ma vie un pilier, le centre de ma vie, et c'était vraiment focalisé sur la spiritualité, très clairement, sur le fait d'atteindre la 5e dimension, de vibrer à un taux vibratoire plus élevé. En fait, le problème de cette croyance, c'est que c'est très difficile d'en sortir parce que, d'abord, on demande de plus être dans le mental, donc on demande de plus réfléchir. Il faut suivre son intuition. Donc on ne va pas vraiment se poser et réfléchir. On va lire les événements en se disant que ce sont des signes. Au bout d'un certain nombre d'années, je me suis retrouvée à prendre mes décisions sur ce que je ressentais. Voilà, je coupe pour pas spoiler toute la vidéo et je mettrai je mettrai le lien de la vidéo complète dans la description du replay. Mais en gros, effectivement, elle donne l'exemple du supermarché où pour choisir une conserve, elle ressentait l'énergie des conserves, enfin ce qu'elle estimait être l'énergie d'une conserve pour savoir laquelle elle devait choisir. Et elle dit voilà, c'est ça, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans la réflexion, on est dans le ressenti. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de voir que vers ce genre de dérive qu'il peut y avoir, il y a plein de portes d'entrée. Elle parle voilà du yoga, du développement personnel, ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi c'est assez pernicieux quoi de se dire que même sans s'en rendre compte, on peut progressivement tomber dans quelque chose qui peut être un peu dangereux pour soi. Voilà, notamment quand on manque de peut-être d'accompagnement sur certains sujets, ou en tout cas l'accompagnement qu'on a eu ne correspondait pas, ce genre de choses. Voilà. Et donc, Andy, pour revenir à elle est tombée un peu là-dedans dans cette pensée-là, mais elle est allée assez vite plutôt donc vers l'église évangéliste en gros, hein, voilà, et elle s'est rendue donc à une porte ouverte et elle a assisté à un soi-disant exorcisme. Donc là je vous mets l'extrait, je sais plus le time code exact, mais je vais vous mettre la séquence en entier pour que vous voyez un petit peu quel discours elle tient. Moi, tout se met en place pour que j'aille passer cette semaine à Mulhouse. Et j'ai passé une semaine incroyable. Et donc je passe une semaine chez lui en tant que pote. Je rencontre sa famille, dont sa mère qui a eu exactement la même chose que moi avec la croix, ce qui est ouf. On est en train de chanter une louange et j'entends derrière moi, une dame qui se met à hurler. Et donc quand je me retourne, je vois une dame qui est à moitié couchée, elle est sur sa chaise, à moitié couchée sur une autre dame qui la tient comme ça. Et il y a 2 personnes qui prient sur elle. Il y a une nana qui est possédée, qui est en train de se faire délivrer. Au calme, dans l'église, personne ne capte. Il y a quelques personnes qui se retournent, mais sans plus. Et je crois que je suis la seule à me retourner, mais genre choquée. Je suis vraiment en train d'assister à ça, c'est ouf. Et quand on finit notre louange, je dis à David, est-ce qu'on vient vraiment de voir une dame se faire délivrer? Il me dit, oh, ça arrive souvent. Mais pardon, dans le monde, on nous dit que ça n'existe pas, et que c'est tellement rare qu'on en fait des films. Là, t'es en train de me dire que des exorcismes, il y en a tout le temps. Et qu'il y a plein de monde qui est possédé. Mais on est où? C'est quoi ce monde parallèle que je connaissais pas? Et le midi, on va manger chez les parents de David. Et je dis à son père, là, c'est ouf, à l'église, j'ai vu une dame se faire délivrer. Il me fait, ah ouais, mais ça, il y en a plein. Mais son cri, il était horrible. Il fait, ouais, et encore, son cri, il était humain. Parce que des fois, c'est pas humain. Quand David m'avait dit qu'il avait déjà aidé un de ses potes à se faire délivrer, il disait on était plusieurs à le tenir, mais son corps, il était dans les airs. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, ouais. Ce qu'il y a, c'est que un soir, on est en train de manger avec un de ses potes qui nous explique exactement cette même histoire parce qu'ils étaient ensemble. Et je me dis, ah, mais c'est vrai. Voilà, donc évidemment, ça peut être très inquiétant, hein, ce genre de discours, surtout que voilà, on le voit là. Il y a quelqu'un qui affirme quelque chose et un dîner un peu plus tard une autre personne affirme la même chose et donc là ça devient vrai. Enfin il y a un truc un petit peu de qu'est-ce qui est vrai. Donc voilà, donc il y a eu énormément d'inquiétudes
d'inquiétude vis-à-vis d'elle, de gens qui l'accusaient de faire du prosélytisme, de tomber dans des dérives sectaires, etc. et tout. Et dans les commentaires, bah il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça incroyable de témoigner comme ça. Voilà. Des personnes qui disaient mais voilà, je suis pas croyante, je suis toujours touchée d'écouter le témoignage de personnes ayant trouvé quelque chose dans leur vie qui les rend heureux dans le respect des uns et des autres, etc. et tout. En tant que chrétienne, je trouve ça génial que tu en parles à court ouvert. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça sur YouTube. Ça fait du bien, etc. Donc là, en fait, c'est pas seulement le fait qu'elle aille vers ça. C'est une influenceuse qui est très mainstream, qui a un public très large. C'est pas une influenceuse purement religion de base, et elle va toucher un public différent qui va peut-être être amené à s'intéresser à ça. Évidemment, Rumors, tu le dis, mais c'est le cas pour toutes les vidéos. Il y a des commentaires qui sont supprimés, et puis les commentaires souvent sont triés, etc. Ça fait apparaître ceux qui ont le plus de likes, plus d'interactions, ce genre de choses, blablabla. Donc, tu peux pas te reposer uniquement sur les commentaires, mais il faut savoir que ça soit sur YouTube et beaucoup aussi sur Twitter, il y a eu des réactions assez vives de gens qui étaient soit très inquiets, soit atterrés, soit assez insultants, voilà, ce genre de choses. Donc c'est un peu parti dans tous les sens. Et en fait, donc on en était là, on va dire. Et là, Andy a republié une vidéo où elle décide un petit peu de parler de tout ça. Et son début de vidéo, c'est consacré à son baptême, parce que voilà, elle devient officiellement évangéliste, etc. Donc elle a fait son baptême. Je peux vous montrer un petit peu l'ambiance, on va dire. Donc elles sont allées à une séance de chant dans un cinéma. Je pense que c'est aussi un manque de salle pour ce genre de de culte, on va dire. Donc là, ils étaient en Suisse, donc voilà, c'était au bord du lac Léman, dans une résidence privée, etc. Ils ont commencé par chanter ensemble et tout. J'ai reçu les prières de mes amis parce que c'est quelque chose qu'on fait énormément, de prier les uns pour les autres. Et puis moi j'ai craqué et je me suis mise à pleurer beaucoup. Andy, qui a beaucoup de courage et qui va se faire baptiser comme font les protestants en rentrant dans l'eau. C'est beau. C'est pas un prêtre, hein. Pourquoi je dis un prêtre? C'est un pasteur. Oh, regardez tous ces cormorans. Voilà, donc là, la personne que vous entendez en arrière, c'est sa mère qui est pas du tout religieuse à la base, même si elle était assez dans l'astrologie et tout, qui était assez méfiante et qui, visiblement, au fil de la vidéo, se laisse plutôt convaincre. Voilà, donc après, bon, il y a Eh, regardez. Ouh. Donc là, il y a le baptême qui a lieu. Par contre, oui, qu'on peut le redire, il y a aucun problème il y a aucun souci avec l'idée de c'est pas du tout le propos là, hein, de s'épanouir à travers une religion. Derrière, c'est les discours qui peuvent transparaître, où voilà, on parle d'exorcisme, on parle de satanisme, on parle de gens qui lévitent et on présente ça comme des faits. Voilà, c'est plus ça aussi. Elle le reconnaît elle-même dans la vidéo ensuite, c'est que il y a une partie de l'évangélisme américain qui peut être très dans le show, dans la dérive sectaire, etc. Elle nie pas ses problèmes non plus, mais elle dit que elle, c'est pas du tout le cas, elle s'est jamais sentie enfermée, isolée vis-à-vis de sa famille, puisque sa mère est avec elle, machin et tout. Mais c'est vrai que je trouve que elle dit voilà, je suis entourée de mes proches et tout. Les personnes qui sont avec elle, ses amis qu'elle présente comme ses amis, c'est des personnes qui sont elles-mêmes évangélistes. Donc est-ce que c'est des personnes qu'elle a rencontrées pendant? Enfin voilà, c'est aussi ça. Est-ce quelles sont ses relations avec ses autres amis, ce genre de choses. Là, elle est très entourée, à part sa mère, par des personnes du milieu évangéliste, quoi. Au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Bravo! Voilà, donc ça, c'est voilà, le baptême, petit moment ensemble. Et ensuite, après, ils parlent pendant toute la vidéo. Et effectivement, ils en parlent. Elle défend vraiment l'évangélisme, etc. Le fait qu'elle a trouvé du sens et tout. Mais il y a eu des passages qui m'ont quand même un peu interpellé. Par exemple, sans utiliser Dieu. Et alors, ça les force. Ah oui, je vous remercie. La puissance spirituelle existe. Elle existe dans les deux camps. Elle existe dans les deux camps. Soit tu utilises celle de Dieu, de guérir les malades, de donner des prophéties, etc. Mais tu peux aussi avoir ces dons-là
sans utiliser Dieu. Et alors, c'est les forces du mal qui te les donnent. Par exemple, voir dans l'avenir, Dieu il te donne pas ce don-là. Non. Et pourtant, ça existe. Ça existe, mais ça vient avec les pas. prophéties, par exemple. Avec les prophéties, mais c'est pas toi qui le demande. Quand Tu vas pas voilà. chercher. Tu peux avoir une bonne parole de Dieu, mais sans le savoir aussi, laisser une porte ouverte pour le dire. Et comme dit justement, c'est reconnaître la voix de Dieu. Voilà, donc là c'est un extrait qui m'a un peu plus marqué, mais voilà, la conversation s'étale sur une vingtaine de minutes, presque. Oui, il y a une différence entre protestants évangélistes. Enfin, il y a différents courants, etc. Là, je crois que c'est protestant évangéliste, il me semble, de ce qu'elle avait l'air d'expliquer. Bref, voilà où on en est un petit peu dans le parcours de vie de So Andy, enfin de Andy raconte, comme c'était son pseudo avant pour celles et ceux qui se rappellent d'elle. Je voulais vous en parler un petit peu parce que des fois on suit des créateurs de contenu pendant un temps puis on les oublie, on sait pas trop ce qu'ils deviennent et alors que des fois faut s'y intéresser aussi quoi. Il y a plein de gens qui sont inquiets, il y a plein de gens qui sont atterrés, il y a plein de gens qui sont ultra encourageants, sportifs, dans le soutien avec Andy. En tout cas, ça fait beaucoup parler parce que encore une fois, c'est des vidéos qui sont quand même beaucoup vues, même si celle-là elle a 126 000 vues, mais la vidéo d'avant, elle avait plus de 700 000 vues. Donc voilà, ça fait beaucoup de pub pour cette église-là aussi, via une créatrice de contenu qui était assez mainstream, quoi. Voilà. Bref, on va passer au sujet de la semaine. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour parler de quelqu'un rapidement. J'ai vu ça hier ou ce matin, je sais plus exactement. Je voulais dire un mot sur Guillaume Play. Guillaume Play qui a permis à Dieudonné de parler pendant 1 heure sur sa chaîne Legend qui est suivie par plus d'1,5 million d'abonnés. Alors ce qu'il faut savoir, et là Guillaume Play et son équipe ont mis beaucoup de warning en mode c'est un droit de réponse, parce qu'en fait il y avait eu il y a quelque temps une interview d'Elysée Moon. Et vous le savez, donc Elie et Dieudonné, c'était un duo d'humoristes par le passé. Dieudonné est devenu le personnage qu'on connaît et il a demandé un droit de réponse aux médias Legend, entre guillemets, en tout cas la plateforme. Et donc c'est pour ça que Guillaume Play titre vraiment avec plein de warnings. C'est un droit de réponse légal, c'est un droit de réponse légal. Effectivement, le droit de réponse existe. On peut avoir un encart dans un média pour répondre, etc. Néanmoins, voilà, on peut aussi discuter de est-ce qu'un droit de réponse, c'est 1h09 d'interview. Alors, il faut savoir, Legend, c'est le média vraiment porté par Guillaume Play. Je peux vous montrer. Alors, attendez. Je vais vous montrer parce que effectivement, je pense que c'est important aussi de se rappeler parce que donc Guillaume Play, il a été pendant longtemps chez Webedia. Il avait son émission le QG où il recevait des invités, notamment avec Jimmy Labeu, puis ça avait pris un peu une autre forme derrière. Et puis il avait, pendant la campagne présidentielle, il avait reçu notamment Éric Zemmour. Pour celles et ceux qui se rappellent, la vidéo a été supprimée, mais il avait reçu Éric Zemmour et puis il lui avait fait ramener des objets de collection ayant appartenu à Napoléon pour lui faire plaisir, etc. Et ça... Et en fait, donc il avait été mis à l'écart de Webedia parce que, je le rappelle, Guillaume Play est accusé de harcèlement, de management toxique et de plein de choses de pas mal de monde d'anciens collaborateurs qui l'accusent de pas mal de choses. Et donc en fait il y avait eu beaucoup de polémiques autour de lui. Il avait nié, il avait dit, je crois qu'il il avait répondu sur Twitter. Ça s'est tassé, mais il a quand même fait son chemin de son côté en lançant ce truc qui s'appelle Legend, qui est un média extrêmement suivi aujourd'hui. Désolé, je fais une parenthèse rapidement, mais merci beaucoup pour les primes, les abonnements et les personnes qui se rejoignent la chaîne. Merci, c'est vraiment très gentil. Et je vois que vous êtes plus de 500 personnes. C'est assez fou pour moi, donc vraiment merci 1000 fois. Et donc en fait, Guillaume Play, si vous voulez regarder un peu... Ah oui,
Ah oui, d'accord, ils ont déjà fait beaucoup de shorts autour de Dieudonné. Bah oui, il faut bien faire plein de contenu là-dessus, hein. Voilà. Tu sais que t'as déconné sur certains trucs, on en parlera après, mais tu le dis toi-même. Oui, bien sûr. Si j'ai pu blesser des gens au travers de mon travail, si j'ai pu en... Et la beauté, c'est pas de pleurer. Voilà, donc bon, bref, il était très content de faire pas mal de contenu là-dessus. L'histoire de base, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Elise Moon a fait une interview avec ce média-là de Guillaume Play, et l'équipe de Dieudonné a demandé un droit de réponse. Mais encore une fois, le droit de réponse, il se cadre aussi, hein. Ça faut pas l'oublier. Là, c'est une interview, c'est pas seulement un droit de réponse. Un droit de réponse, tu peux aller dans un média, écrire un texte et demander un droit de réponse en disant je conteste les accusations d'un tel, machin, etc. Là, ça devient une interview de 1h09. C'est pas la même chose, on n'est pas sur le même truc. Et la vidéo avec Elise Moon, elle a fait en 4 mois, elle a fait un peu moins de 500 000 vues. La vidéo avec Dieudonné en un jour, elle a fait presque 2 millions de vues. Et quand je dis droit de réponse, c'est une interview. Donc, ça fait énormément parler. La vidéo est extrêmement vue. Il y a des gens qui s'indignent, hein, dans les commentaires, mais c'est des gens qui s'indignent parce que selon eux, Guillaume Play cherche trop à mettre à mal Dieudonné. Alors, les capacités d'intervieweur de Guillaume Play, il n'a pas une réputation de bon intervieweur. Il suffit de regarder certaines vidéos aussi. Son interview avec Manuel Ferrara, il a fait une remarque totalement lunaire sur son t-shirt en essayant de faire un parallèle avec une pratique sexuelle, etc. Enfin, on n'est pas sur un intervieweur reconnu, on va dire. Et il y a des gens des fois qui saluent l'impartialité de ses interviews. Je trouve ça assez lunaire, notamment sa vidéo avec Éric Zemmour, la vidéo qui a été visiblement supprimée de YouTube, hein, ce long tapis rouge déroulé à Éric Zemmour, ça a disparu. Et dans les vidéos, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il interview, il y a 4 semaines, il y a un mois, il a interviewé un platiste. Voilà, bon, après avec le pseudo contradictoire qu'on veut là-dedans et tout, mais c'est quand même 2h14 de discussion avec un platiste. Voilà, c'est aussi quelqu'un, il reçoit à la fois des personnalités très connues, hein. Il y a Gad Elmaleh, bon, Thomas Sisley, bon, je sais pas si on peut dire s'il est très connu maintenant et tout, mais voilà, il reçoit beaucoup de monde, c'est vraiment des formats là-dessus. Richard Orlinski, un jour, si vous voulez, on se fera un react à l'interview de Richard Orlinski. Bref, les gens qui étaient là pour les reacts savent, voilà, Richard Orlinski, bref. Il avait aussi reçu, après l'assassinat de Naël, il avait reçu Jordan Bardella. Voilà. Il a aussi reçu des personnalités de gauche, hein. Louis Boyard, il avait reçu aussi Anne Hidalgo, etc. et tout. Enfin bref. Mais il reçoit aussi des personnalités d'extrême droite et il leur donne beaucoup de place. J'oublierai vraiment jamais l'interview de Éric Zemmour où pour lui faire plaisir, il lui montre des mèmes, etc. pour savoir si ça le fait rire. Il lui montre des objets qui ont appartenu à Napoléon pour lui faire plaisir aussi. Enfin bref, voilà, c'est une personnalité extrêmement controversée, mais qui a énormément. Oui, enfin Lisa, oui, bien sûr, on peut en discuter, mais Anne Hidalgo s'affirme comme personnalité de gauche. Voilà, bon. Factuellement, je suis d'accord avec toi, mais bon, bref. Et Orlinski, c'est celui qui fait les gorilles, les statues moches, je trouve, d'animaux, et qu'il vend ça des milliers et des milliers d'euros. Voilà, bref. Il dit, il se défend en disant qu'il avait voulu inviter Mélenchon, mais qu'on lui a annulé 48 heures avant, etc. Voilà, c'est un peu, on veut bien le croire et tout. Il a fait une vidéo aussi avec des candidats aux élections européennes où il donne une émission très sympathique, hein, notamment tous les candidats, hein, globalement, mais aussi notamment Jordan Bardella, etc. Enfin, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire, des vidéos qui marchent très bien. Et voilà, le dernier exemple en date, c'est ce droit de réponse où je mets beaucoup de guillemets avec
Dieudonné. Et faut le rappeler, hein, Guillaume Play, il a été aussi accusé par pas mal d'anciens collaborateurs de choses assez graves. Mais Guillaume Play, c'est une ancienne star, hein, vraiment du système Webedia. Il avait son émission le QG et maintenant il est plus en indé, mais il a son légende média. Il est rattaché aussi à une agence qui s'appelle Influx Crew, je crois, qui a récemment aidé Laurent Baffy à lancer sa chaîne YouTube. Si on regarde ce que Laurent Baffy, il est sur YouTube depuis pas longtemps. Alban, tu vas tirer voilà, donc il a commencé à faire des vidéos vraiment YouTube. Avant c'était des reprises de sketch, mais voilà, il a commencé à lancer son émission qui s'appelle À boire et à manger avec Laurent Baffy. Il a eu Alban Ivanov, Ariel Dombal, Ragnar Le Breton, Marie Saint-Filtre en invité, hein, donc ça donne aussi une idée un petit peu du type d'invité. Et Influx, effectivement, ils ont beaucoup de créateurs. Et ils ont notamment, visiblement, Laurent Baffy, Guillaume Play, et des influenceurs un peu plus mainstream aussi, je saurais plus vous dire, mais ils en ont beaucoup. Des gens qui sont vachement dans le milieu un peu tech, je crois, aussi. Je sais pas, Clara, si t'as toi des exemples en tête, mais voilà. C'est aussi de ce type de personnalité-là. Voilà, bref, je voulais vous dire un mot là-dessus. Mon Guillaume Play, bon, voilà, j'avais fait des slides pour vous rappeler un petit peu des trucs. L'interview d'Éric Zemmour, par contre, est toujours sur Facebook. Elle a pas mal de vues. C'était une vidéo de 1 heure avec lui. Voilà, la vidéo avec Jordan Bardella, Affaire Naël, une France en pleine guerre civile, Jordan Bardella, président du RN. Voilà, c'était vraiment... c'est ça. Voilà, c'était aussi ce type de contenu. Et puis il invite, un peu comme Thibaut InShape aussi, il invite des personnalités un peu hors du commun, on va dire, qui ont des histoires très particulières, etc. Bref, voilà, je voulais en dire un mot parce que je trouve que c'est quand même assez dingue ce qui se passe de voir que un droit de réponse demandé, qui est un droit légal, se transforme en interview d'1h09 avec Dieudonné. Et en plus, qui va être réexploité en format shorts, etc. et tout. Donc en fait, l'équipe de Guillaume Play outrepasse le droit de réponse pur et dur. C'est-à-dire qu'ils se contentent pas juste de se dire « Ah, je vais faire ce droit de réponse-là ». Non seulement c'est une interview de plus d'une heure, et en plus, il y a des shorts derrière pour maximiser la visibilité, parce qu'ils savent que ça marche. Voilà. Et oui, effectivement, le platiste, on en parlait juste avant. Bref, pour tout vous dire, Guillaume Play, j'en parle là spontanément parce que c'est un sujet que je veux traiter depuis longtemps, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Guillaume Play. Voilà. Vous êtes 666, je crois. Waouh, c'est ça, c'est satanisme. Attention, va falloir exorciser le chat. Voilà. Bref, allez, on passe un autre sujet. Je voulais parler de Samuel Etienne et de sa nouvelle émission parce que en fait c'est assez intéressant sur plein d'aspects et moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors encore une fois, s'il vous plaît, je vois des réactions déjà dans le chat. Aucune insulte tolérée, aucun propos insultant, tout ça. Merci aux nouvelles personnes qui suivent, hein. Je dis pas forcément tous les pseudos, mais vous êtes beaucoup, mais et j'ai du mal un peu à suivre le chat parfois, donc désolé pour ça. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une annonce qui a été faite par Samuel Etienne. Il lance un nouveau média. Ah oui, il y a Tristan Mendes France qui est essayiste, professeur, spécialiste de la complosphère, qui avait parlé de Guillaume Play. Je vous mettrai le lien dans la description, mais il a fait quelques tweets dessus pour en parler et rappeler un peu le CV de Dieudonné. Voilà. Bref, désolé, je reviens sur Samuel Etienne. Il a fait une annonce pour parler d'une nouvelle émission, mais qui est en fait un nouveau média en soi, hein, on va le voir, qui s'appelle MVP, Ma Vie Pro.
Ça y est, je peux enfin vous en parler de cette nouvelle émission qui arrive le 4 septembre prochain sur ma chaîne Twitch. MVP, ma vie pro, c'est le nom de ce nouveau rendez-vous et du média à retrouver sur tous les réseaux sociaux. De quoi ça parle? Eh bien du monde du travail, sujet dont on parle d'ailleurs souvent sur ma chaîne Twitch. C'est quoi le but? Eh bien de découvrir des métiers, de discuter de l'avenir, d'avoir des témoignages de professionnels passionnés. On va vous aider à trouver votre voie, à vous épanouir dans le monde pro et bien sûr, on passera aussi un bon moment. Rendez-vous donc le 4 septembre prochain. Et d'ici là, j'ai encore une petite surprise. Eh bien, regardez le décor de cette émission MVP, il est déjà prêt. Je vous le montre en avant-première. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super beau. Cadeau. Bon, maintenant, je vous laisse parce que j'ai une émission à préparer et je vous dis à très bientôt. Il y a un peu la présentation, ça va parler d'emploi pour les jeunes, etc. Alors évidemment, ça fait penser tout de suite à Elan Média, qui était le média de Hugo Décrypte, qui a été lancé il y a quelques mois, qui a déjà sur Instagram plus de 500 000 followers et qui marche visiblement très bien. C'était à la fois un média, ils font des vidéos sur à la fois les étudiants, les jobs, etc. et tout. Et en même temps, il y avait un job board, donc il y a un site où des marques peuvent payer pour faire apparaître leurs offres d'emploi. Donc ça, c'est tout un autre business en parallèle. Et je dis pas que c'est problématique, Issam, je dis que ça soulève des questions, encore une fois. Enfin, voilà, je vois... Mais laissez-moi en parler doucement. Et donc, en fait, il y a ce média-là, on peut regarder un petit peu. Alors, c'est bizarre, mais le compte Twitter a disparu. C'était ce compte Twitter-là, mais il a été suspendu. Mais je sais pas trop pourquoi, j'avoue, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais il y a aussi surtout voilà le compte Instagram qui a pour l'instant 776 followers, mais l'émission n'a pas encore démarré. Donc, bon. Et donc en fait, c'est du contenu assez typique. Hein. En gros, ils vont voir des professionnels et ils leur demandent comment ils sont devenus, ils sont devenus boulangers, comment ils ont changé de carrière, etc. Alors la vidéo, j'ai eu un petit coup de flip sur qu'est-ce que un grooming artiste. Bon voilà. Je pense que c'est un métier, il faudrait peut-être changer le mot parce que je trouve que c'est pas forcément le terme le plus valorisant quand on sait, le grooming, tout ça. Voilà, oui, grooming artiste. Grooming artiste, c'est pas un autre terme pour youtubeurs des années 2010. Hein. Apparemment, c'est un métier du jeu vidéo. Visiblement. Et en gros, donc voilà, il y a du contenu différent, des photos, etc. Il y a d'autres personnes qui incarnent le média aussi avec des vidéos face caméra parce que Samuel Etienne, visiblement, il va se concentrer sur des petits modules vidéo, mais surtout sur l'émission parce que c'est quand même le cœur du truc. Et donc, ça, c'est vraiment un média qui se lance dans la veine de ce qu'a fait Hugo Décrypte parce qu'il y a forcément un marché, parce qu'en fait, on va revenir après, mais qui dit emploi dit entreprise, marque, sponsor, etc. et tout. Mais ça, je vais revenir juste après là-dessus. Et surtout, le truc qui était intéressant, c'est que derrière ce lancement-là, c'est un média lancé par Webedia. Donc, alors, j'ai pas l'impression que Samuel Etienne, ou en tout cas, il est pas présenté comme tel sur un peu les plateformes officielles de Webedia. J'ai pas l'impression qu'il est signé en exclusivité avec Webedia. Je pense qu'il travaille avec eux sur ce projet-là et peut-être d'autres types de sponsoring parce que Samuel Etienne, il fait beaucoup de projets. J'ai encore vu là, il fait une sponsor avec je crois Apex bientôt ou Valorant, je sais plus, peut-être Apex. Mais il a beaucoup de projets de gaming, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre Webedia et Samuel Etienne, mais comme ça a été le cas entre Webedia et Jamie Gourmaud, Webedia, ils ont ce truc où ils vont aller chercher des personnalités un peu plus âgées qui ont une aura aussi bien auprès d'un public de Quadra, voire Quinca, que des jeunes. Et voilà. Et effectivement, il y a de la surprésence de la part de Samuel Etienne. Il fait son émission le 4 et ensuite il file à Montpellier faire son Z-Event. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez lui. Il a ça, plus et j'ai vu que à la rentrée, il allait avoir question pour un champion aussi le dimanche. Donc il est vraiment sur tous les fronts. Je sais pas comment il fait. J'ai vu qu'il avait une tendinite à la main à force de passer du temps devant l'ordi visiblement. Mais voilà, il est vraiment partout.
j'ai conscience, et là vous êtes plusieurs à le mentionner, Samuel Etienne, c'est une personnalité qui clive énormément pour différentes raisons, parce que il avait invité chez lui Jean Castex quand il était Premier ministre, il avait invité François Hollande aussi, il y avait eu des débats autour de inviter ou pas Marine Le Pen, et voilà, il y avait eu pas mal de débats là-dessus, il y avait aussi eu des critiques vis-à-vis de blagues jugées misogynes, enfin non, blagues misogynes qu'il avait pu faire à un moment autour des hot tubs, enfin il y a eu de manière régulière des choses qui ont soit provoqué de l'irritation, soit qui ont énervé. Effectivement, il avait eu un débat sur le féminisme autour du jeu vidéo avec 4 hommes en plateau, il s'en était défendu, enfin il y avait pas mal de choses différentes. Je sais que aussi dans le milieu, c'est une personnalité qui clive aussi pas mal. Bref, il y a eu pas mal de choses, et voilà. N'empêche que c'est une personnalité omniprésente qui permet de faire le pont. En fait, ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il fait vraiment le pont, c'est-à-dire que France Télé, ils ont besoin d'une personnalité jugée cool par les jeunes pour, par exemple, animer des événements en lien avec le sport, les JO, ce genre de choses. Ils vont chercher Samuel Etienne parce que il est connu à la télé, il est connu sur Internet. Voilà. C'est un peu aussi la même stratégie qui se met en place doucement avec Élise Lucet. On en avait parlé dans un live il y a quelques temps. Il y a le replay pour ceux qui veulent. Mais voilà, c'est un peu cette logique-là. Et donc, c'est tout naturel que Webedia aille le chercher pour ce format-là. Effectivement, donc là, il y a Polichinelle qui soulève une question qui est très très intéressante, et ça, c'est un truc effectivement dont il faut parler. Il y a eu Webedia, ils en ont parlé, mais je viens sur le sponsoring parce que c'est très important. Donc voilà. Il a dit au Figaro, c'est un média qui va parler du monde du travail avec positivité. Donc voilà, donc il y a toute une dimension positive pour dire aux jeunes, mais non, le travail, ça peut être bien, etc. Ça peut bien se passer, parce que c'est vrai que les jeunes, ils en ont marre, ils sont épuisés. On parle quand même voilà, d'un pays où il y a une réforme des retraites qui a été passée avec un 49.3 contre la vie de la population, des jeunes qui sont toujours plus précarisés, des étudiants qui s'en sortent pas, enfin bref, c'est très 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 compliqué, et donc voilà, donc comme son nom l'indique, ce média a pour ambition d'ouvrir les portes du monde professionnel aux jeunes générations, proposant quotidiennement sur les réseaux sociaux des contenus en collaboration avec plusieurs animateurs, journalistes et streamers. Il faut savoir, je crois que dans la première émission, comme invité, il y aura Marie Cepalo et Simon Puech, il me semble. Et voilà, donc ils vont être sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Il y aura aussi Ludovic B, que vous connaissez peut-être de YouTube, qui fait pas mal de vidéos YouTube, qui avait participé aussi, Cache Investigation, je crois, sur les influenceurs de Dubaï, tout ça. Voilà, chroniqueur, il va avoir sa chronique, et pourquoi pas. Je crois qu'il collabore aussi depuis peu avec Jamie Gourmaud. Donc voilà, toujours la sphère Webedia et tout. Et voilà, 2 heures de live, il parle du monde du travail, de l'emploi, de la formation, propose des clés, des pistes pour aider les jeunes générations à prendre les meilleures décisions en la matière. Et effectivement, ça sera bien Marie Palot et Simon Puech comme invités autour de la thématique métier et passion. Voilà. Donc, dans tous les cas, le rapport au travail, aux études, à la vocation, etc., c'est des sujets qui sont vachement intéressants et tout. Le tout est de savoir comment ils vont l'amener, comment ils vont parler de ça, qui ils vont faire témoigner, parce qu'effectivement, s'il y a cette dimension positive, est-ce qu'ils vont parler aussi des galères que c'est, parce que cette émission-là, mine de rien, d'un point de vue purement factuel, c'est une opportunité dingue pour faire parler des jeunes qui galèrent vraiment, vraiment, vraiment au quotidien, etc. Donc, est-ce que ça va être dans cette dynamique-là, ou justement, il dit, voilà, est-ce que ça va être juste positif et essayer d'amener les jeunes à se dire que c'est pas si horrible que ça, quoi. Enfin bref, moi ça me rend très curieux là-dessus. Ça me rend très curieux aussi du point de vue du business plan, parce que tout simplement ce genre d'émission, ça a un coût, ça coûte de l'argent, donc c'est là pour l'instant un investissement de Webedia, mais est-ce que ça va faire la même chose que les autres émissions de Webedia? Est-ce que progressivement il va y avoir des sponsors qui vont arriver? Je vois que dans le chat c'était mentionné, mais Webedia travaille beaucoup, notamment avec l'Armée de Terre. Ça, ils ont fait pas mal de sponsors, et ça faut voir, c'est-à-dire que comment les marques vont être incluses, parce que
si vous allez voir chez Jamie Gourmaud, et ça, là aussi, c'est un papier que je veux faire depuis longtemps, mais Jamie Gourmaud, il fait plein de sponsors avec des entreprises, avec des lobbies, etc. Et l'écosystème Webedia peut pas se passer des marques pour tenir sur le long terme. C'est ce qui se passe souvent avec les concepts d'émissions sur Internet. On fait un test, on montre que ça peut marcher, qu'il peut y avoir une audience. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, il y a le live qui s'était vraiment planté il y a quelques années, on s'en rappelle, mais pour plein de raisons qui seraient vraiment trop longues de rappeler là. Mais voilà, le but c'est d'attirer des marques aussi. Hugo Décrypte et son média Élan, et ben ça peut pas marcher, ça peut pas tenir financièrement sans l'apport des marques sur le job board. Donc moi je suis très curieux, et encore une fois je suis très curieux aussi de voir comment Samuel Etienne va se positionner là-dessus. Je trouve ça très intéressant, mais c'est le sujet dont on a déjà parlé. Mais Samuel Etienne, en tant que journaliste, sur les sponsors qu'il accepte, il fait beaucoup de sponsors avec des marques d'électroménager, il me semble, avec de jeux vidéo, avec des marques de voitures aussi. Je crois qu'il était parti en voyage en Europe de l'Est autour d'une voiture qui sortait. Et donc, en fait, ça va poser plein de questions intéressantes sur, voilà, comment l'émission va évoluer. Donc, c'est pour ça que je dis en début de live, c'est pas forcément là plein de choses à dire maintenant, mais il va y avoir plein de choses intéressantes à surveiller, je trouve, là-dessus, quoi. Et Polichinelle, je suis d'accord avec toi. Voilà, là, voilà. Le travail, c'est le bras armé du capitalisme, on le sait. Mais c'est un sujet peut-être pour une autre fois. Voilà, c'est peut-être un petit peu ce qui commence à faire nuit. Bref, en tout cas, il va se passer plein de choses autour de cette émission-là. On peut rappeler aussi, parce que Webedia, qui parle de travail pour donner aux jeunes envie de travailler, ça fait aussi grincer les dents de pas mal de gens, parce qu'il y a pas mal de gens qui gardent un mauvais souvenir de Webedia. Il y a eu des plans de départ, etc. Comme dans plein d'entreprises. Il y a eu des enquêtes aussi autour de 2016 sur Allociné, quand il y a eu un rachat, etc. Ça s'était très mal passé en interne. Moi, à titre personnel, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont quitté Webedia et qui en gardent un souvenir des fois traumatisé, des fois très négatif, etc. Il y a des gens qui aussi gardent une bonne expérience de là-bas. Voilà, enfin, j'ai mis sur Glassdoor, il y a 58% des gens qui recommanderaient à un ami, une note de 3,3. Voilà, c'est d'ailleurs de manière générale, je vous encourage un maximum quand vous passez des entretiens, ce genre de choses, à regarder s'il y a des avis sur cette entreprise-là, à voir si vous connaissez déjà des gens dans ces boîtes-là et tout, parce que c'est trop important de voir comment ça se passe là-bas. Donc il faut avoir conscience aussi de ça, c'est que Webedia, c'est une entreprise qui fait débat des fois en termes de management, en termes de rythme de travail, etc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était intéressant de recontextualiser un petit peu cette émission, dans quel cadre elle allait avoir lieu. Mais en tout cas, je suis très très curieux de regarder ce premier live, comment ça va se passer, s'il y aura du monde, quelles sont les réactions et aussi comment ça va évoluer. Dans quelle mesure l'émission va pouvoir perdurer et avec quel financement, quoi. Call Me Mister, merci pour ton premier message déjà, et j'ai justement dit que c'était une bonne chose de parler de travail et de parler de travail chez les jeunes. J'ai littéralement dit ça il y a 5 minutes. Je dis qu'il y a aussi Élan Média qui a été lancé par Hugo Décrypte, qui a 500 000 abonnés et qui parle du travail. Je pense qu'il y a un certain nombre d'émissions en ligne qui parlent du rapport au travail. Enfin, c'est tout bête, mais la série documentaire de France Culture, ça parle aussi. Bon, c'est France Culture, c'est pas le même truc. Je sais que la presse jeunesse, Phosphore, le monde des ados, ils consacrent énormément de pages aux carrières, à aller interroger des gens qui parlent de travail et tout. Donc après, encore une fois, est-ce que ces médias-là arrivent à toucher leur public et tout? Voilà, il y a la chaîne CGT, la chaîne Twitch, la CGT. Bref, il y a un certain nombre d'espaces. Le tout, c'est comment on l'amène aux jeunes, etc. Bref, voilà pour ce sujet-là. Évidemment, on en reparlera, parce que moi je suis très curieux de voir comment l'émission va prendre place. On va parler d'un sujet peut-être un peu plus rapidement, mais je pense que c'est intéressant de recontextualiser. Mais il y a eu un post très intéressant, je trouve, de Billy, qui est connu aussi sous le pseudo de Rebeu des Terres. Je vais y venir dans un instant. Donc Billy, c'est vraiment un des influenceurs les plus puissants actuellement en France.
Il a son événement de boxe qui a lieu à la fin de l'année. D'ailleurs, il y a un des boxeurs qui a déclaré forfait. Je sais plus c'était qui. Je crois que c'était Choachin qui a déclaré forfait. Mais voilà, donc il organise ça dans une énorme enceinte. Je crois que c'est à la Défense. À la Défense Arena, il me semble. Oui, c'est Choachin qui a déclaré forfait récemment, parce que voilà, il y a un entraînement physique qui est vraiment, vraiment, vraiment intense. Billy, il a une capacité à mobiliser qui est énorme, notamment via Twitter, qui est un réseau où il a émergé, comme plein d'autres, comme Amine aussi, avec qui il est devenu assez rapidement ami. C'est Billy, on le voit beaucoup dans des concepts YouTube. Chez d'autres, il a été beaucoup chez Squeezie, etc. Il a été aussi avec Maxime Biaggi. Enfin, il est très 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 présent. Même si Billy, il va disparaître par période des fois. Bon, il est devenu père aussi, donc il a une période où il était un peu moins là. Aussi, c'est pas quelqu'un qui est un streamer qui a le rythme d'Étoile, par exemple. Étoile, qui est un acharné du stream, qui fait beaucoup d'heures. Lui, il va être un peu plus discret, venir des fois par période, etc. Mais aussi bosser beaucoup de projets à côté, et notamment ce projet de boxe, parce que il a fait de la boxe étant jeune, et donc c'est une passion pour lui. Et puis la boxe, hein, c'est devenu la nouvelle mode chez les influenceurs aussi, depuis les Logan Paul, Jack Paul, etc. Et en France, ça a beaucoup plus de présence. Même Michou a fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, Thibaut InShape aussi. Enfin bref, voilà. Billy, c'est quelqu'un de vraiment central, qui est pas forcément présent très régulièrement sur les réseaux et tout. Il a fait un post Instagram que je vous mets ici. Il a fait un message à tous mes abonnés. En fait, le message, il a deux parties. La première partie, elle est consacrée à un de ses proches qui est décédé, qui s'appelle Amadou, et il demande à ses abonnés de prier pour lui. Voilà, il l'avait déjà fait, je crois, pour d'autres personnes. Billy, il est très croyant. Il parle souvent de religion, et il a déjà demandé à sa communauté de faire des prières pour certains de ses proches, des fois qui étaient soit souffrants, soit décédés, etc. C'est pas la première fois qu'il le fait, donc en soi c'était pas surprenant. Néanmoins, il y a la deuxième partie de son message qui est assez interpellante. Donc effectivement, il a reçu beaucoup de messages de condoléances, et effectivement, on peut comprendre, on peut que partager sa perte de perdre quelqu'un de proche. Ça, c'est une douleur qui est assez indescriptible. Et la slide suivante, il dit j'en profite pour demander pardon à toute personne à qui j'aurais pu faire du mal de loin ou de près, avec qui j'aurais pu être injuste ou mauvais. Je vous demande de trouver la force de me pardonner, et mes DM Insta sont ouverts pour pouvoir réparer tout tort causé si cela est possible. J'aimerais aussi dire qu'il faut toujours qu'on ait en tête qu'on n'a pas grandi aux mêmes endroits les uns les autres, qu'on n'a pas tous eu des fréquentations très différentes, tout au long de notre vie, qu'on n'a pas tous eu le même amour dans nos foyers ou dans cette société. Soyons chaleureux et bienveillants entre nous, quand bien même une personne nous ferait du mal, on ne sait pas ce qu'elle a vécu dans sa vie pour l'amener à un tel assombrissement et mal-être, car il y en a forcément un chez cette personne pour vouloir rejeter ça sur d'autres. Pardon pour les bafouillements, mais voilà. J'ai moi-même été comme ça dans ma vie, et j'essaie de m'en défaire un maximum encore aujourd'hui. Je suis content d'avoir pu reconnaître ça chez moi, ce qui m'a permis d'avancer. Et alhamdoulilah, tôt ou tard, désolé, je prononce mal là aussi, hein, voilà, je suis un énorme babtou, mais tôt ou tard, que ce soit à 15 ou 20, 25 ou 30 ou même plus, on finit pour beaucoup à se rapprocher de l'islam et à s'inculquer les belles valeurs de notre religion en rapprenant tout depuis le début. Et si quelqu'un vous semble loin de ça, priez juste pour lui, que quelqu'un a peut-être prié pour vous afin que vous puissiez être la bonne version de vous-même aujourd'hui. Voilà, donc ensuite je vais pas forcément lire la suite parce que je ferai pas honneur à la prononciation, mais voilà, il disait: me concernant, je n'ai plus envie de me battre pour des broutilles ici-bas, internet, les vues, les likes, la course aux richesses, faire semblant. Je veux juste vous proposer le contenu qui me plaît et réparer mes erreurs passées et futures, et qu'Allah reprenne mon âme en étant satisfait de moi à ce moment-là. Il y a eu, c'est ça, en fait, ce message, donc effectivement, a attiré évidemment énormément de compassion de pas mal de gens, mais c'est vrai qu'il y a
pas mal de personnes qui se sont aussi demandé mais pourquoi il parle de ça maintenant, etc. et tout. Et effectivement, Ulisco, tu fais bien il a déjà émis ce genre de message par le passé. C'est pas la première fois. Je me rappelle aussi, alors j'ai pas réussi à retrouver l'extrait, mais je crois que c'était chez Mouloud Achour, peut-être dans Click, qui disait qu'il avait été un peu bête par le passé, etc. et qu'on grandit et tout, qu'on s'éduque. Et donc ce message-là, qui est assez long et très intéressant. T'inquiète, pas de problème, Bounès, il n'y a aucun souci. Tu peux t'asseoir, il reste une place au fond de la salle. Mais dérange pas tes camarades quand tu t'installes, hein, s'il te plaît. C'était peut-être chez DFG, mais en tout cas, il avait déjà évoqué le fait que plus jeune, il avait eu des comportements qui n'étaient pas super en ligne, etc. Et en fait, alors est-ce que c'est lié directement, ça on peut pas le savoir, lui seul sait, hein, mais il y a un contexte qui fait sur Internet où il y a plusieurs personnes qui ont sur Twitter pris la parole. Et effectivement, il y a eu ce contexte où il y a pas mal de personnes qui ont dénoncé le harcèlement sexiste et misogynoir. Il y a eu tout un hashtag qui a été lancé, etc. Et donc en fait, ça a déclenché pas mal de prises de parole. Et il y a notamment certaines personnes qui ont évoqué les pseudos, notamment de Billy, mais aussi de Yass encore et d'autres personnes qui étaient... parce qu'ils avaient un peu un groupe. Et en gros, il y a un certain nombre de personnes, voilà, quelqu'un qui avait fait un tweet qui a énormément tourné, qui a été liké 9000 fois et qui a été retweeté 1000 fois, qui disait « Demandez à Robedéter et compagnie, il faisait quoi sur Twitter en 2015-2018 avec Zach Snow, MDR ?» Il y avait Amine aussi, parce que Amine, il a eu des soucis dans mes souvenirs autour d'un hashtag... très problématique parce qu'il avait été accusé de mettre en avant ce hashtag là et bon bref ça avait créé tout un tas de soucis à l'époque et il y a notamment une personne qui a retweeté ce premier tweet qui dit If I Speak, mon premier harcèlement de Twitter pendant plusieurs mois en 2018 via l'un des cavaliers de l'apocalypse de cette clique. J'avais essayé de porter plainte tellement c'était parti là, on me l'avait refusé en me disant que c'était des, je cite, taquineries. Voilà. Misogynoir, c'est des propos misogynes centrés vis-à-vis des femmes noires. C'est encore toute une catégorie à part parce que ça mêle beaucoup de racisme derrière aussi. C'est deux choses qui se mêlent et qui va cibler beaucoup les femmes noires. Et le hashtag anti-HS... oui c'est ça, je crois, je veux pas me tromper. Et ben en fait ça dénonçait aussi beaucoup ça. Bref, mais je sais pas s'il y a eu beaucoup d'articles faits sur ce hashtag. En tout cas, n'hésitez pas à aller lire dessus si vous voulez. Et donc en fait il y a eu un certain nombre de tweets de personnes, voilà, il y a quelqu'un qui est pas content, qui a pas aimé ce premier tweet, qui dit voilà, il partageait des recherches de taf, d'alternance, des cagnottes, etc. mais comme vous êtes aigri au cœur noir pourri par la jalousie, vous en parlez pas pour salir les gens, vous en parlez pas pour salir les gens, ouais, c'est ça. Et quelqu'un qui a répondu en disant ah trop bien, il partageait des cagnottes, ça fait oublier le harcèlement qu'il faisait subir à plein de gens, principalement des femmes, etc. Donc oui, enfin c'est lié à l'intersectionnalité, mais l'intersectionnalité de ma compréhension, l'intersectionnalité, c'est plutôt le fait de regrouper des luttes pour favoriser la mise en avant et la séparation de personnes racisées, de femmes racisées aussi beaucoup. Voilà, l'intersectionnalité, c'est plus un mouvement de lutte pour, alors que tout ce qui est misogynoir, c'est oppressif vis-à-vis de femmes noires en l'occurrence dans ce cas précis. Je veux pas, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais je pense que la nuance on peut la résumer ainsi. Et en fait en gros donc il y a beaucoup d'accusations. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu énormément de choses qui ont été supprimées, c'est très difficile de retrouver la trace de pas mal de choses. Donc là c'est beaucoup de personnes concernées qui font des tweets en partageant leur expérience à l'époque. Voilà. Et c'est déjà, il y a déjà eu des périodes un peu comme ça sur Twitter. Et je sais par exemple, je suis retombé sur des tweets par hasard de Billy qui disait voilà, c'était en 2019, il dit je m'adresse à tout le monde, même aux gros tweetos de Mattel. Vos avis m'intéressent. Vous en pensez quoi du
tu as une grosse communauté, tu as une responsabilité désormais et tu n'as pas à répondre à mes tweets sous peine de harcèlement. Et il y avait eu plein de réponses. Il disait voilà, je lis vos réponses, c'est intéressant, en vrai il y a moyen d'être partagé. Perso, je vais jamais vous éduquer, vous saouler avec des trades tout simplement car je suis pas votre oncle. Vous allez pas vous faire apprendre la vie par un tweetos qui est explosé quand il pète sur sa go. Voilà, donc c'était en 2019. Là-dessus, il a peut-être évolué aussi dans sa vision aussi de la responsabilité en tant qu'influenceur, parce que entre 2019 et aujourd'hui, il a totalement explosé sur Internet. Mais c'était il a eu beaucoup de débats là-dessus, j'ai l'impression aussi, sur comment se positionner, sur comment évoluer aussi et tout. Et il faut pas oublier non plus que Billy, avec l'appui d'Amine, c'est la personne qui a été à l'origine du mouvement Place de la Paix, qui était un outil qui proposait de lutter contre le cyberharcèlement sur Twitch via des listes de blocage partagées, c'est-à-dire que ça permettait en rejoignant ce programme-là, de bloquer automatiquement une personne qui était par exemple bloquée dans un autre chat d'un autre streamer, d'une autre streameuse. C'était des pratiques qui étaient déjà existantes dans le milieu du streaming, où on se partageait des blocklists, même si c'était pas forcément très établi, très automatisé. Et j'en parle au passé, puisque à ma connaissance, aujourd'hui, le projet a été mis en pause. Je sais que il y avait eu en pause pour des raisons techniques et autres. Je cite un message qui avait été publié sur un Discord. Le site, il est down actuellement, et c'est vrai que ça va bientôt faire 2 ans. Et en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles. Enfin, ça a duré quelques mois, j'ai l'impression, mais ça a été très compliqué à gérer. En fait, j'ai l'impression que ça a été beaucoup de travail pour certaines personnes, et je pense que ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication, peut-être qu'il y a eu un manque d'investissement aussi de certaines personnes, mais j'ai l'impression que le projet, en tout cas, son développement a été mis en pause. Et je suis très curieux, j'ai essayé d'avoir là pour le live plus d'infos sur ce qui s'était passé, j'ai pas eu de retour, mais évidemment si j'en ai je vous dirai. Il y a Morgane qui a fait un message pour parler de l'intersectionnalité, merci à elle, elle dit ça vient du mot intersection, si tu es une femme tu subis une discrimination, si tu es un homme racisé tu subis une discrimination, si tu es une femme racisée tu es à l'intersection de ces deux discriminations. Voilà, c'est une très bonne explication, merci beaucoup. En tout cas, voilà, il y avait eu cet outil-là, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de nouvelles depuis. Je sais qu'il y a eu effectivement Twitch a développé des trucs. Je crois que Twitch, ils ont débloqué. Il y a eu le bouclier qui a été développé un peu après, qui permet de manière instantanée de passer le chat dans un certain mode, etc. et tout. Je sais pas s'ils ont développé exactement le truc similaire. Ça, je saurais pas vous dire. J'ai pas ce souvenir-là. En tout cas, voilà, il y a eu, je trouve que fallait remettre un peu de contexte aussi. Je peux pas affirmer évidemment que le message Instagram et les excuses présentées par Billy dans son message sont liés directement aux tweets qui ont émergé sur Twitter, mais il y a un contexte, alors qu'il publie ce message, il y a eu des tweets qui ont été partagés à son propos là-dessus, et pas seulement à son propos à lui, puisque il y a aussi Yas, qui est aussi une personnalité très suivi sur Twitter, qui l'a reconnu lui-même, a eu un passif toxique sur Twitter. Il a fait un message parce que lui-même a perdu un de ses proches il y a pas longtemps, et il a aussi fait un message là-dessus. Il est dit, voilà, comme l'a dit Billy, car avec le frère nous traversons une situation similaire, pardon à tous ceux à qui j'ai pu causer du tort. J'ai pas été parfait dans mon comportement, les rappels sont là pour me guider et mes amis sont là et présents pour me mettre sur le droit chemin. Soyons bons, soyons généreux et aimons-nous. J'ai été à des moments dans ma vie quelqu'un d'idiot, débile, et je demande pardon. Et donc en fait voilà, il y a cette concordance un petit peu de prise de parole d'un côté comme de l'autre, qui fait que je pense que c'était important d'en parler, même si ça reste assez flou en fait. Ça reste assez flou et c'est difficile de comprendre, et je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce contexte-là disent il s'excuse de manière générale, etc. et tout. C'est assez intéressant, je pense, de se questionner un petit peu sur ce qu'on peut essayer de lire entre les lignes, hein, tout simplement. Voilà. On va passer au dernier sujet
de la semaine. Évidemment, sur tous les sujets dont je parle, s'il y a des nouvelles choses que je peux vous partager à un moment ou à un autre, que ce soit en live ou que ce soit sur Patreon, je le ferai. Évidemment, quoi. Je considère jamais des sujets comme fermés parce que j'en parle avec la connaissance que j'ai des sujets, les choses que j'ai pu récupérer, comprendre, ce genre de choses, mais je prétends jamais avoir la vérité du tout sur aucun sujet. C'est très 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 important de le redire. Maintenant, dernier sujet, un peu plus léger, quoique faudra voir le résultat final, mais ça y est, Kwaku Bébou des montagnes est revenu sur internet. En tout cas, il était rentré depuis longtemps et puis visiblement il a un peu voyagé, etc. Mais voilà, Inoxtag est revenu. Il a annoncé son film documentaire hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Évidemment, le petit contexte, c'est que donc Inoxtag, il y a quelques mois, il a tenté l'ascension de l'Everest. C'est un projet qu'il préparait depuis 1 an, qu'il a énormément teasé. Il a fait d'autres monts pour se préparer, puisqu'en plus, il faut prouver qu'on peut faire certaines ascensions pour avoir le permis aussi. Il a été très, très, très entouré. Il avait une grosse équipe avec lui. Il avait... c'est Mathis ou Mathias ? Mathis Dumas, je crois, qui est à la fois photographe, caméraman et alpiniste, guide. Et donc... il l'a accompagné, ils ont fait des vidéos ensemble et tout, il est lui-même devenu très 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 suivi. Et donc il y a eu d'un coup, alors qu'on n'avait plus aucune nouvelle, il y avait des gens qui avaient un peu pré-shot la date du 13 septembre pour la diffusion du documentaire au cinéma en avant-première. Il y a eu des gens qui parlaient qu'ils l'avaient vu à Cuba, d'autres qui l'avaient vu jouer sur LoL, etc. Mais globalement, on avait peu d'infos. Et en fait, il y a même un doute qui demeure sur la réussite de son ascension, parce que en fait, bon, l'agence qui a géré son voyage avait fait un post Facebook le jour supposé de l'ascension en félicitant l'équipe qui était partie ce jour-là. Donc on avait supposé que c'était lui et son équipe, et donc il avait réussi. Le post a été supprimé, je pense, pour garder une forme de suspense. Je pense qu'il a réussi, mais ça on peut pas l'affirmer non plus. Et il a plutôt bien réussi à garder le mystère jusque-là. Il a tenu bon, il n'est pas apparu sur les réseaux. Et en même temps, franchement, c'est bête à dire, mais ça tombait très bien pour lui de se dire, il a disparu pendant une crise politique et sociétale très 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 intense. Et donc je me dis que, ah la vache, je pense qu'il devait être un peu déstressé de se dire, bon, j'ai pas de tweet à faire sur un appel au vote ou quoi que ce soit, quoi. Donc bon. Et donc là, il est revenu et il a fait ce trailer, donc on va le regarder en entier, parce que je trouve que c'est un trailer vraiment hollywoodien. Ouais, peut-être que c'est la blague que j'avais faite, je dis, il revient pour être Premier ministre. Mais en tout cas, non, là, il revient pour ce trailer-là. Et voilà, je vous montre la bande-annonce. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Ah oui, alors, sachez, mais j'en avais parlé, je crois, il se peut qu'on entende ma voix ou qu'on voit vite fait ma tronche dans le docu, parce que son équipe de prod a contacté en tout cas l'équipe de Backseat pour demander à prendre un extrait d'une de mes chroniques Backseat. Je sais pas s'il le garder au final, ça sera le suspense, on verra, mais voilà, ça me ferait beaucoup rire en tout cas. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Regarde, on a un problème, je crois. Quoi? Tiens, on a changé. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Et t'auras fait une ascension magnifique.
Voilà, alors mes respects à Nagini Bikini qui visiblement a un tatouage qui signifie Kaizen et qui donc effectivement maintenant son tatouage est le titre du film d'Inox Tag et plus du tout le sens qu'il y mettait jusque-là. Bah, je suis désolé. C'est terrible. Alors effectivement, donc il y a pas mal de choses à dire. Il y a une avant-première au Grand Rex. En fait, c'est des places qui font gagner, mais comme Squeezie avait fait un peu ça aussi pour son documentaire, voilà, ils font des avant-premières au Grand Rex. Hein, maintenant, c'est un peu typique pour les gros projets. Ils font gagner des places à des abonnés, en gros. Et voilà. Et il y aura Inox Tag. Donc il y a ce gros trailer là qui est sorti, qui fait effectivement très hollywoodien, très live action de manga, etc. et tout. Il y a toutes les mécaniques. T'as la musique est très puissante, très inspirante, ça a des grosses basses, on dirait presque du Hans Zimmer. Et il y a de la CGI pour donner ce côté épique. Il y a les références à One Piece avec le fameux chapeau. Il y a les moments de doute, on voit que Inox souffre, qu'il y a des imprévus météorologiques, ce qui était évidemment prévisible et tout. Il y a l'aspect émotionnel avec sa mère qui lui souhaite une bonne ascension, etc. et tout. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a de très belles images, faut le dire. Il était accompagné d'une grosse équipe de tournage. Il y avait même quelqu'un avec un drone. Et je crois qu'en plus, les drones, c'est galère par moment parce qu'il faut que ça tienne à certaines températures et tout. Il faut qu'on puisse garder le contrôle dessus aussi. Donc, ça a dû être au-delà du challenge humain, ça a dû être un challenge technique assez intense. Il était accompagné, ils avaient beaucoup de Sherpas qui sont des personnes essentielles et qui, je pense, vont être bien mises en avant dans le documentaire. J'ai vu quelques cap écran du docu parce qu'il y a eu un dossier de presse qui a été diffusé. Je vais vous en partager parce qu'il y a quelques éléments supplémentaires. Il y a eu le site de diffusion qui met en avant tout simplement la billetterie qui va ouvrir demain. À partir de demain, en gros, ce qui se passe, donc le film, il est distribué par MK2 Distribution. Donc MK2, c'est eux qui distribuent le film. UGC, eux, ils sont là en mode diffuseur, mais c'est pas eux qui distribuent. Parce que MK2, en plus, ils ont un deal avec YouTube. Ils ont le YouTube Ciné Club, qui est un programme qui permet de diffuser sur grand écran des productions à la base destinées à Internet. Donc c'est un peu dans ce contexte-là. Donc il va y avoir ça le 13 octobre, diffusé au cinéma dans à peu près 500 séances, il me semble. Et le lendemain, je crois vers 14h, le film est disponible sur YouTube. Il y a une différence. Si vous allez le voir au cinéma, vous avez le droit à 10 minutes supplémentaires sur les coulisses du tournage. Le film, il fait 2h20 sur YouTube et 2h30 dans les salles. Donc c'est quelque chose de long. Mais ça raconte un an de préparation. C'est pas juste seulement l'ascension, ça replace le contexte parce que, évidemment, il faut pouvoir voir le film comme un film et pas juste comme la continuité d'un lore YouTube, etc. Et le YouTube Ciné Club, je crois que c'était le truc d'Ambroise Carminati. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ce projet-là, c'est le partenariat entre YouTube et MK2 où effectivement il y avait eu des séances organisées avec des invités, etc. Voilà. Donc ça va durer assez longtemps. Un truc intéressant, c'est les sponsors. J'ai remarqué sur l'affiche, si on zoome un peu, comme sponsor, on a Nike. Donc ça, on le savait parce qu'ils sponsorisent, même si Inox, pendant l'ascension, est beaucoup habillé en North Face, parce que je pense que c'est mieux en termes de type de vêtements pour ce genre de climat. Il y a Air Up. Bon, voilà, Air Up, ça, c'est pas surprenant non plus. Il y a Deezer qui sera un partenaire. Il y a Orange. Il y a Fitness Park. Il y a Herborian. Il y a une marque de chaussettes, c'est Terme IC, je crois, un truc comme ça. C'est des chaussettes spéciales pour les milieux un peu froid et tout. Et il y a les produits laitiers qui font leur grand retour comme sponsor, évidemment, parce que voilà, on rappelle, c'est une production IDZ qui est une boîte de Webedia. Et voilà, et Webedia est totalement investi dans le projet. Et donc, il y a les produits laitiers
qui finance le film. Est-ce qu'à un moment on va voir Inox manger du fromage et dire waouh génial le fromage, les produits laitiers mes amis pour la vie. Donc faut voir aussi comment les marques vont être intégrées dans le documentaire. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on rejoint le film classique quand t'as un James Bond et que t'as des placements de marque avec des mondes, des voitures, etc. Comment ça s'intègre plus ou moins naturellement quoi. Voilà, est-ce qu'il fait voilà comme dit parce qu'il fait une dégustation de fromage sur l'Everest, voilà. Bref. Ça aussi, ça me rend vachement curieux de voir ce que ça va donner, les images évidemment. Je suis très curieux aussi de la philosophie qui va être partagée parce qu'il y a, voilà, dans le dossier de presse, encore une fois, je cite le dossier de presse parce qu'il y a un peu plus d'informations que ce qu'on a sur les réseaux d'Inox. Il dit voilà, Kaizen, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Au cours de notre vie, nous aurons tous un jour un Everest à gravir, physique, mental, professionnel, familial. Chaque jour nous apporte un projet et nous devons trouver en nous l'envie d'entreprendre les ressources pour aller plus loin, pourquoi pas y parvenir et en inspirer d'autres. Voilà, c'est il y a vraiment un discours, au final c'est la philosophie d'Inoxtag, c'est raconter son périple pour inspirer d'autres personnes, jeunes, moins jeunes, et pour se dire que rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. Salut Yann. Et vraiment, donc là on est purement dans le discours d'Inox, et voilà, développement personnel, etc. Ce qui est assez... un discours qui peut être vite balayé dans le sens, bah non, des fois il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire absolument ce qu'ils veulent. Je pense que les intentions d'Inox sont louables parce qu'il a envie de motiver les gens, de se dire qu'ils peuvent se dépasser, etc. Mais là, Inox, effectivement, s'il est parti tout seul dans sa chambre en faisant des vidéos Minecraft, c'est une personne qui a eu aussi beaucoup de chance, hein. Je n'y passe du tout son talent, etc. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est Dux, là, le replay sera gratuit jeudi. Il est en avant-première si t'es abonné Patreon sur mon Patreon, sinon c'est jeudi. Très tôt le matin, t'inquiète pas. Et surtout qu'effectivement, mais je vois y mentionner, bah, quel va être le discours d'un point de vue environnemental. Parce que ça, ils le savent. Mathis Dumas, l'accompagnateur, il en a parlé dans une interview. Il sait que c'est une aberration environnementale que d'aller tenter l'ascension de l'Everest, qu'il y a des files d'attente démentielles, qu'il y a une pollution humaine qui est énorme, et notamment les déchets humains, voilà, les excréments, tout ça. Il faut même redescendre avec son sachet de caca pour essayer de limiter la casse, mais il y a énormément de déchets plastiques qui sont laissés là-haut, c'est un enfer. Donc en fait, quel discours il va avoir? Il avait eu un discours bon, je trouve, quand il avait fait sa vidéo 7 jours sur une île déserte, où c'était assez intéressant, mais c'est vrai que j'attendais peut-être un peu plus dans la suite de son aventure professionnelle et en ligne. Il avait fait une collecte de mégots, etc., mais bah c'était quand même quelqu'un qui a acheté une énorme bagnole à son pote GMK en parallèle. Voilà, j'attends de voir quel discours il va avoir là-dessus. C'est, voilà, au-delà du discours philosophique, et quand on veut, on peut, qui est un discours qu'on peut nuancer par 1 milliard de côtés. Voilà, je suis assez curieux de ça. Et puis voilà, moi je vais essayer d'aller le voir en salle, évidemment, parce que j'aimerais bien voir aussi l'ambiance que c'est en salle. Et puis voilà, il y a eu quelques images du docu voilà, que vous n'avez pas vu, je pense, potentiellement. Voilà, donc on voit Inox avec des enfants dans un village, visiblement. Il y a des images du campement. On voit aussi que il met en avant aussi pas mal de professionnels sur place qui sont nommés, qui sont présentés, qui sont remerciés dans le dossier de presse en tout cas. Et voilà. Et dans une perspective décoloniale, qui sont les explorateurs RIS et pourquoi on va à la recherche des expériences de terres inconnues ou peu accessibles. C'est très intéressant comme sujet, et ça, bon, ça serait très intéressant que ça soit abordé là-bas. C'est marrant parce qu'il faudrait que je peux pas en parler, mais le bouquin aborde notamment un lieu naturel assez touristique aux États-Unis, et donc je travaille beaucoup sur les natifs et comment derrière ce genre d'endroit est devenu des sortes de Disneyland en fait touristique, comment les terres ont été appropriées,
comment aujourd'hui il y a une forme de début de travail, de restitution, etc. Vis-à-vis de certaines communautés de natifs. Et moi je vais juste à côté de l'Utah. Voilà, pour le coup, et je sais que dans certaines zones, il y a des gens qui vont, certaines personnes que je vais rencontrer vont devoir rendre leur maison dans 1 an parce qu'ils sont sur des territoires de natifs. Donc c'est des vrais sujets. Je sais pas comment ça, est-ce que ça sera abordé dans ce documentaire-là, parce que 2h30, effectivement, on peut se dire il y a de la place, mais ça va quand même être très centré sur Inox. Je pense qu'il va y avoir de la place, beaucoup de place donnée aux personnes qui les entourent, etc. Et je pense que ça va être, il va y avoir une volonté d'inspirer un peu les gens à s'intéresser à différentes cultures qu'on ne connaît pas forcément en tant qu'occidentales. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, dans mes recos, je vais vous recommander un truc qui aborde un peu ça. Mais en tout cas, il va y avoir plein de choses très intéressantes, je pense, autour du documentaire. Même si Inoxtag vous intéresse pas, j'avais vu passer un tweet en disant quelqu'un, mais pourquoi Inoxtag ça intéresse les gens, on s'en fiche, etc. et tout. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire autour de lui. Moi, par exemple, j'essaye de faire un sujet actuellement, et si vous connaissez des jeunes, d'ailleurs je lance un appel à témoignage, mais si vous connaissez des jeunes qui se sont lancés dans la randonnée récemment, alors qu'à la base c'est pas forcément leur truc, notamment, mais pas forcément grâce aux réseaux sociaux, ça m'intéresse. Je sais qu'Inoxtag, il y a un audio de lui qui tourne énormément sur TikTok, qui est vachement utilisé par des jeunes, et jeunes jusqu'à quel âge, je sais pas, quand t'es en capacité de partir en randonnée à peu près en autonomie. Voilà. Jusqu'à quel âge dans l'autre sens, je sais pas, on va dire. Là, je vise un public un peu, on va dire quand même moins de 30 ans. Et je vais avoir 33 ans dans quelques jours, hein, donc j'ai le droit de dire ça. Et parce que je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps, il y a un tweet, et exactement, Ulisco, t'en parles, t'as un jeune homme racisé qui dit la randonnée c'est génial, etc. avec une courte vidéo, et il s'est pris un torrent d'insultes et de propos racistes qui est horrible. Vraiment, c'est horrible, c'est dégueulasse, et ça m'a rendu malade en fait, parce que comme si la montagne, comme si la nature appartenait à ces personnes-là blanches, etc. Enfin, c'est lunaire quand même. Vraiment, j'ai trouvé ça immonde, et ces sujets-là j'ai envie de les creuser, et vous voyez peut-être doucement où je veux en venir sur moi, comment je veux faire évoluer un peu mes sujets, ce que je creuse, etc. Mais voilà, on est là, c'est au cœur de ce que je fais, quoi. Il y a des groupes de rando, oui, sur Insta, effectivement, je sais qu'il y a des jeunes qui se lancent, qui créent des pages Insta ou des petits groupes pour aller randonner, etc. Et bref, en tout cas, si vous connaissez des jeunes autour de vous qui sont mis à la randonnée, ça m'intéresse. N'hésitez pas. Et je pense qu'Inoxtag, dans la visibilité qu'il donne à la randonnée, c'est très intéressant. Même si lui, il y a un culte de la performance qui peut être très dérangeant, effectivement, qu'on peut critiquer et discuter. Moi, ma logique par rapport à la randonnée, c'est en tant que personne, si c'est un endroit où je ne peux pas accéder sans avoir un équipement supplémentaire indispensable, ça m'intéresse moins. Parce que j'aime bien la limite où me dit, moi en tant que personne, j'ai rien à faire là-bas. Et donc, évidemment, l'Everest, où il faut des bouteilles d'oxygène, il faut tout un tas d'équipements, etc. et tout, ça m'intéresse évidemment pas. Et voilà. Donc bref, désolé, je divague, mais c'est des sujets qui me passionnent de zinzin, donc je pense que ça se voit. Mais voilà, on va terminer avec quelques recommandations. Je voulais vous parler de 2 choses. La première chose, je vais encore vous parler de la série documentaire de Radio France, de France Culture. Voilà, parce que ils ont fait une série sur la désobéissance civile, et c'est trop intéressant. Ça retrace tout de Thoreau, c'est marrant parce que Thoreau, j'ai appris qu'il y a un auteur américain à quel je m'intéresse beaucoup en ce moment, parce qu'il a écrit Walden.
Il a écrit Walden. Voilà, je l'ai là. C'est Henry David Thoreau qui est parti en ermite au milieu du 19e siècle. C'est un bouquin qui j'ai doucement commencé, mais qui est quand même assez complexe à lire. Hein. C'est pas facile. Et en gros, il a beaucoup écrit sur le rapport à la nature, etc. Et il a aussi beaucoup écrit sur la désobéissance civile. Et à partir de ce déclencheur, on va dire, en termes de contexte, de concept plutôt, et ben en fait, cette série documentaire déroule un petit peu tout ce qui s'est passé derrière. Et je suis content, Yovcheko, et bon courage pour demain. Tu nous diras comment ça s'est passé. Vraiment, dites bon courage à Yovcheko. Voilà, donc allez écouter la série documentaire là-dessus. Allez écouter ce qu'ils ont fait de manière générale. Je pense que ça doit être culturellement, c'est trop intéressant. Et l'autre recommandation, c'est la vidéo de Lizzie Brin que j'ai vue en avant-première. Elle me l'a envoyée en avant-première. Lizzie Brin, actrice, vidéaste de talent, qui sort des vidéos de zinzin. Pas souvent, mais qui sont incroyables à chaque fois parce que ça demande du travail et elle y met énormément d'elle. Ces vidéos, c'est tout autant des discours très politisés, passionnants, que des discours intimes qui sont très touchants. Et là, elle va sortir une vidéo qui prend comme point de départ son voyage au Japon, mais qui va évidemment parler de plein de choses, qui va parler de sa vie amoureuse, qui va parler de la place des femmes sur Internet, qui va parler des élections, qui va parler de l'orientalisme et de la fétichisation notamment des femmes japonaises, etc. La vidéo sort demain et c'est super. Voilà, vraiment, je vous encourage à allez vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà le cas. Là, vous êtes plus de 500. Franchement, si vous l'avez pas déjà fait, allez suivre sa chaîne, s'il vous plaît. J'hallucine qu'elle ait entre guillemets aussi peu d'abonnés. Elle en a beaucoup, mais j'hallucine qu'elle en ait pas 200 000, 300 000. Elle mérite 10 fois plus d'abonnés. Elle en a 4500, je crois. Mais voilà. La vidéo fait un peu moins d'1 heure là cette fois. Voilà. Il y a ça, et au dernier truc, et après je vous laisse. Bref, je vous recommande un truc. Alors, c'est la personne qui partage ma vie qui m'a fait découvrir le concept. Oui, enfin que je suis désolé, bienvenue, désolé. Mais voilà, en gros, ça s'appelle. Elle a vu ça sur un TikTok, mais ça s'appelle un carnet de culture. En gros, le but, c'est vous prenez un carnet et dedans, vous appelez ça carnet de culture et vous notez les choses que vous apprenez. Soit en regardant des vidéos, soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts. Par exemple, moi, j'ai à partir du podcast de la série documentaire, j'ai écrit des trucs sur David Thoreau, la désobéissance civile, le fait que ça avait inspiré Gandhi et MLK. Hier, j'étais avec une amie qui m'a recommandé plein de livres super intéressants qui peuvent m'aider dans l'écriture de mon propre livre, donc je les ai notés en me disant c'est marrant parce que cet auteur-là, j'étais déjà en train de lire un de ses autres livres, mais je découvre celui-là, etc. Ou tel livre, je l'ai lu en BD, mais ça vaut le coup que je lise aussi la version en roman, etc. Bref, et en fait, c'est trop bien parce que c'est trop une bonne idée, je trouve, parce que souvent on apprend des trucs et on les oublie, et moi j'aime bien garder une trace là-dessus, voilà. Donc là pour l'instant, et puis en plus je trouve que écrire c'est cool si on met des petites formes, etc. et tout. Bref, si vous cherchez un projet un petit peu là-dessus, je vous recommande vivement ça. Voilà un petit peu pour ce soir. Je vais vous rendre à votre vie, même si je doute bien qu'en parallèle vous faites plein d'autres choses. Hein. J'espère. C'est quand même un peu un bullet journal, mais où vous êtes super content de retourner, je trouve. Voilà. Oh ouais, Diberbank. Oui. Bref.
Non, mais Yavchenko. Non, mais vous avez le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis qui pour prétendre, voilà que voilà. Bon, allez, bon, bref. J'espère que vous avez passé en tout cas une bonne soirée. Je vois quelqu'un qui a fait une recommandation de raid. Je vais pas forcément la faire maintenant parce que je connais pas la chaîne et je préfère vérifier moi-même la chaîne avant. Mais je veux bien que tu me redonnes le nom de la chaîne. Je crois que je l'ai un peu perdu, m'en veux pas. Mais et les raids aussi, je fais un peu gaffe moi en tant que journaliste parce que j'essaye de pas créer trop de connivence avec des personnalités d'internet et tout. J'essaye de faire attention. Voilà. Mais si c'est des chaînes qui sont assez peu suivies, franchement, j'hésiterai pas pour la suite et je preneur toujours de recos, ne serait-ce que pour moi. Voilà. Donc merci pour ça. C'est OM Guy. Ok, bah j'irai voir. Merci encore. Je vous laisse. Le replay arrive demain matin. Pour les abonnés Patreon, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez un article à lire en plus qui vous attend et plein d'autres si vous n'étiez pas déjà abonné. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez appris quelques trucs ou en tout cas que les réflexions qu'on a eues ensemble vous ont intéressé. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine notamment, sauf imprévu. Voilà, merci. Vous avez été giga nombreux, c'était cool. Ciao, bye.